Bonjour, bonsoir, au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 15 novembre 2024. Au programme, une rencontre avec le journaliste et auteur Alain Saunier qui publie ces jours-ci un nouvel ouvrage sur les GAFAM et leur impact sur nos vies. On va parler d'un nouveau jeu vidéo autochtone qui sort, qui s'appelle Two Falls. On va parler de l'impact de l'IA sur l'apprentissage des enfants et on va parler également de l'organisme Incertec à Montréal. Sinon, mes collègues sont là. Il y a Stéphane Berthomet qui va nous parler notamment de Spotify. Stéphane Ricoul va nous parler d'une IA qui fait dans la médiation. Jean-François Poulain va nous parler de l'utilisation de l'IA dans le UX. Et puis, avant tout ça, on ira faire un tour à Paris, rejoindre Jérôme Colombin pour parler d'actualité. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Jean-Paul Boulet, Alexandre Jalbert, Daniel Lafrenière, Franck Dugas et Joël Lessard. Merci à vous 5. Merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Je suis très heureux d'être là avec vous. Et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour aller rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange de la semaine. Ben voilà, on est rendu à ce moment tant attendu du début de nos podcasts respectifs, en tout cas du mien, ça c'est certain. Ben, on retrouve avec grand plaisir Jérôme Colombin à Paris. Salut Jérôme! Ah, mais plaisir partagé! Salut Bruno! Donc, grosse semaine de ce côté-ci de l'Atlantique avec les réseaux sociaux, le grand départ de X pour arriver où? Sur Blue Sky. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es en train de me dire qu'il y a un exode de X de ton côté en Amérique du Nord, là? Écoute, je suis tellement content, c'est le mot que je cherchais, exode. Je pensais à Ben-Hur et à Moïse. Ouais, j'avais leur nom qui me venait en tête, mais j'avais pas exode. Et c'est le mot que je cherchais. Ouais, écoute, depuis une semaine, il y a 1 million de personnes, d'humains qui ont quitté X pour aller se réfugier sur Blue Sky, la plateforme qui a été développée par le financement de l'ancien patron de Twitter. Et donc, oui, Jack Dorsey pour pas le nommer. Et donc, c'est pas un nouvel espace, hein. Ça fait quand même un moment que c'était là, mais il y a énormément de gens qui le découvrent, certains le redécouvrent. Et ce qui est intéressant, c'est que particulièrement au Québec, là, je lisais les commentaires d'un journaliste qui disait: j'ai l'impression que sur le million de gens qui ont déplacé de réseau, le 2/3 étaient des Québécois, parce qu'ici au Québec, là, c'est un tsunami. On voit les médias débarquer, les personnalités, les journalistes, les gens qui nous suivaient auparavant sur X. Alors là, tout le monde est en train de se tourner du côté de Blue Sky. C'est une bonne nouvelle. Mais alors, c'est quoi? C'est l'effet, c'est les déçus de l'élection de Trump et de l'élection d'Elon Musk? Ouais, ben justement, oui. De la nomination d'Elon Musk? Oh non, parlons d'élection. Il est président ou pas encore? Non, il n'est pas encore président, Elon Musk. C'est une question d'année. Ah, ok, ouais, d'accord. Ouais. Non, mais pour Trump, c'est le 20 janvier, mais pour Elon Musk, une question d'année. Ouais. C'est le désamour avec Elon Musk, quoi. Oui, ben c'est en partie ça, mais c'est de l'autre côté. Et en ce qui nous concerne au Québec, puis même au Canada, c'est surtout le boom médiatique, c'est le bruit médiatique. Tous les journaux en parlent, tous les téléjournaux en parlent. Ah ouais. Moi, j'ai passé les dernières 48 heures à commenter à la radio, à la télé, puis dans les papiers. Alors, il y en a que... Écoute, t'as donné une idée. Ça fait boule de neige après, ça donne encore plus envie aux gens d'y aller. Ouais, mais moi, j'avoue que je ris un peu parce que c'est le bruit médiatique qui fait que tout le monde est en train en tout cas au Québec, que tout le monde est en train de se brancher sur ce réseau-là. Bien évidemment, tant mieux, parce que ça fait un endroit qui est beaucoup plus serein pour tenir une conversation. Ouais. Mais quand même, je vois ici des adeptes de la toxicité se faufiler sur le réseau. Ouais, mais tu as raison. Alors déjà, je vais te dire un truc, il faudrait vous calmer un peu les Canadiens là, parce que là, tu vois, au moment où on se parle, j'essaye de me connecter à Blue Sky, j'y arrive pas. Ah non. Donc si vous êtes le Québec est en train de se déverser. Vous êtes en train de saturer les serveurs. Ouais. Alors vous et peut-être d'autres, puisque on est à combien du coup? Ils sont à combien d'utilisateurs? Pendant qu'on est en train de se parler, je vois le compteur monter. J'ai l'impression qu'avant qu'on se quitte, on va avoir passé le 16 millions
d'utilisateurs. Là, on est à 15 956. À l'heure où on enregistre. Et donc, ça va augmenter de jour en jour. Oui, c'est ça. Mais t'as donné des chiffres concrets, là. Au début de la semaine, j'avais peut-être 1500 abonnés sur Blue Sky. Et là, avant qu'on se quitte, je vais passer le cap du 5000. Ah ouais, mais t'es pas un rigolo, toi, sur Blue Sky. Ben non, mais j'ai rien fait, moi. Ben quand même. Ah oui, alors moi j'ai plein d'amis, plein de followers, c'est-à-dire j'en profite pour les saluer parce que c'est parce qu'on en parle que j'ai lancé l'appli et je m'aperçois que j'ai plein de notifications, des trucs que j'ai un peu zappés. Donc bonjour à vous, auditeurs Blue Skyens. Moi je suis beaucoup plus modeste que toi, je suis à 1200 abonnés, mais je suis particulièrement inactif. Ah ben t'as monté de 100 parce que je suis passé par curiosité, sachant qu'on allait se parler. Ah, tu vas relever mes compteurs, mais c'est pas possible ça. Ah non, il faut que je te suive, là, parce que sinon, tu regardes pas ça, toi. Bon, écoute, c'est bien, mais moi, je veux bien. Hein. Ok, allons tous sur Blue Sky, mais est-ce que vraiment le ciel est vraiment plus bleu? Non, je te vois arriver, là. Tu vas vouloir réglementer. Reste tranquille. Laisse les gens s'installer. Je me demande si un petit règlement européen ne ferait pas du bien à tout le monde. Ouais, juste pour, comme dirait Shakespeare, comme ça, notre parade. Oui, si tu veux. Mais comme ça, pour fixer le cadre, vite fait. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que vraiment c'est mieux? Est-ce que on peut penser que ça va rester mieux? Parce que moi, j'ai trouvé des trucs, qui étaient pas franchement jolis, hein, sur Blue Sky. J'ai vu qu'il y avait autant parfois de gens désagréables, trolls, etc. Voilà. Hein. Ouais, mais j'ai besoin de te rappeler que les algorithmes, c'est aussi sur Blue Sky. Et donc, si tu cherches le trouble, comme on dit chez nous, tu vas le trouver et il va venir souvent. Mais le volume fait que l'offre est plus intéressante. Le fait qu'il y a beaucoup de médias qui maintenant sont arrivés là-dessus. Évidemment, presque toute la presse canadienne, québécoise est présente maintenant. Les Américains sont là, New York Times, Washington Post, ce qui n'était pas le cas auparavant. Hein. Mais là, ils sont en train d'arriver. Ça commence à rendre le contenu pertinent, intéressant. Et puis, bien sûr. Regarde, on va pas jouer au jovialiste. C'est aussi le fait que tout le monde arrive. Alors, pardon, c'est mon ChatGPT vocal qui s'est déclenché là. Excuse-moi. Mais donc, je disais, on va pas jouer au jovialiste. Et c'est certain qu'avec le temps, il y aura plus d'usagers et il y aura des gens qui ont des mauvaises intentions qui vont arriver à se faufiler et venir polluer l'atmosphère. Mais pour le moment, il faut profiter de l'instant et se retrouver dans un contexte où écoute, il y avait quelqu'un, je lisais ce matin, qui me disait « J'ai l'impression de retrouver une nouvelle place publique où l'air est sain, l'air est bon et les gens ont simplement le goût d'échanger sans se disputer. » On n'est pas envahi par les vidéos de gens qui se tapent dessus. Non, pas encore. C'est ça aussi le problème sur X aujourd'hui. Hein, c'est toutes ces vidéos qui nous sont remontées comme ça, qui sont insupportables. Écoute, très bien, profitons-en. Mais enfin, il y a encore du chemin à faire, hein, parce que 16 millions, ok, ils passent la barre des 16 millions. Mais on n'est pas à 500 millions comme X et puis. 600 millions même, 600 millions en novembre X. Ouais, ça dépend à qui tu parles. Hein. Oui, ça dépend à qui tu parles. C'est la source, c'est la source ChatGPT. C'est ça. Moi, je suis plus avec 500 millions. Là. Mais... C'est mon nouveau moteur de recherche qui m'a dit ça. Bon, parle-moi de ça, s'il te plaît, parce que je t'ai entendu vendredi, tu as publié un billet là-dessus avec toutes ces découvertes, toute cette recherche que tu as fait. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y en est? Parce que moi, je l'ai entendu, mais c'est pas tout le monde qui a entendu. Alors, t'aimes ou t'aimes pas comme moteur de recherche? Alors, il y a du bon et du moins bon. Hein. Désolé, c'est une réponse de Normand, résumé, comme on dit. Ouais. Non, mais voilà. Effectivement, parce que j'ai installé dans Chrome la nouvelle extension qui permet de configurer SearchGPT comme moteur de recherche par défaut. Ouais. Donc, chaque fois que tu fais une requête, avant de basculer sur Google, là, c'est ChatGPT qui te répond. Et franchement, il y a des trucs géniaux. C'est une toute nouvelle manière d'appréhender la recherche en ligne. C'est-à-dire que on n'est plus sur cette logique de liens comme ça, sur lesquels il faut aller faire son marché, mais on a quelqu'un qui nous raconte une histoire, en fait. Tu as un petit résumé qui est rédigé, quelle que soit la question que tu poses. Alors, soit tu tapes juste, je sais pas, un nom, un mot, le nom de quelqu'un, un titre de film, n'importe quoi, soit tu fais, finalement, ce que font beaucoup de gens depuis longtemps sur Google, ils font des phrases poser du une genre, question. Voilà, ils posent une question, comment devenir riche ou je sais pas quoi, ou qui est la femme de machin que je viens de voir à la télé, ou des trucs comme ça.
Et là, ChatGPT, finalement, est parfaitement adapté à ça. Il répond en français compréhensible. Donc, c'est facile à lire, agréable à lire. Ça, c'est vraiment pas mal. Après, il y a plein de défauts. Des petits défauts cosmétiques. D'abord, c'est beaucoup plus lent. Parce que les temps de réponse sont pas du tout les mêmes que sur Google, évidemment. Mais là, on parle de secondes, là. On parle pas de minutes. Oui, tout à fait. Ouais. Puis Google, le temps de réaction, c'est un truc, ça a toujours été au cœur de leurs préoccupations depuis le premier jour, rappelle-toi. T'avais pas fini ta phrase qui te servait déjà ta réponse. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont fait cette interface hyper dépouillée pour qu'elle ne mette pas de temps à se charger, etc. Mais surtout, si tu veux, le gros problème, et c'est ce que j'explique dans cette chronique, dans cet épisode de vendredi que tu cites, c'est que, ChatGPT n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. C'est quand même ça le cœur de l'histoire. C'est le cœur du problème. Et c'est aussi pour ça que Google s'est pris les pieds dans le tapis avec Gemini. Parce que Google essaye aussi un peu de faire ça. Ils ont les réponses aux questions. Ils ont de plus en plus des petits résumés en début de trucs, etc. Mais on sait que il n'y a que environ... Il y a 50% de taux d'erreur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une réponse sur deux dans lesquelles il y a des anomalies. C'est soit des vraies inventions, des hallucinations, soit des petites choses. Il va simplement aller chercher une mauvaise info sur un site pas fiable et il va la glisser au milieu d'autres informations. Donc ça, c'est le problème majeur et je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller de ça, mais c'est super intéressant de se poser la question. Et la question, c'est donc celle qu'on se pose depuis pas mal de temps. Est-ce que SearchGPT, est-ce que OpenAI peut faire de l'ombre à Google ? Moi, j'aurais tendance à dire que pour l'instant, c'est pas gagné, mais le bénéfice en termes de réponse pour l'utilisateur est tellement évident qu'ils ont quand même du souci à se faire. En plus, il y a encore une chose qui est intéressante. Il y a une étude qui est citée par mon camarade Benoît Raphaël dans sa newsletter Génération IA. Je le dis parce que j'en parle aussi dans l'épisode, et qui dit que même si SearchGPT donne des sources, parce qu'il les donne, tu peux cliquer, c'est sourcé. Voilà, c'est sourcé, mais les gens ne vont pas voir. On ne va pas voir. Oui, mais c'est normal. Et moi, le premier, parce que t'as pas envie d'aller voir. Parce que la réponse est tellement agréable, tellement fluide. T'as tout ce que tu veux. Tu dis, ouais, mais c'est sûrement vrai. Allez, je passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas sur un vrai travail d'information et que t'as besoin de vérifier chaque point, tu avales rapidement ce qu'il te dit et tu t'en contentes. Bref, les gens vont se faire mener en barque. Et voilà, c'est un peu le problème. Mais c'est un sujet super intéressant, super important, je trouve. Mais tu vois, sachant que Google est en train de préparer avec son Gemini une version googlienne de ce type d'approche-là, c'est-à-dire de pas donner des hyperliens, mais de nous résumer, de nous raconter une histoire. J'aime bien ta façon de présenter ça. Est-ce qu'on pourra plus se fier à cette version-là de recherche de Google? Je pense pas. Non, pas plus? Alors, je pense on se fie quand même aux hyperliens qu'ils nous donnent. Les hyperliens, oui, mais parce que derrière les hyperliens, tu as des sites. Et si c'est un site de médias, tu lui fais confiance. Si c'est un blog d'un complotiste canadien... Ça n'existe pas ici. Je sais qu'il y en a... Si, il y en a. Moi, j'en vois pas, excuse-moi. Non. Eh bien, tu fais moins confiance. Donc, mais je pense que c'est un problème inhérent au LLM qui fait que... qui sera, il me semble-t-il, d'après ce que j'ai lu et compris, qui sera très difficile à résoudre. Juste un point quand même, il y a encore, ça c'est donc le côté négatif, mais le côté positif qui est super agréable, c'est par exemple pour l'actualité. Tu demandes à ChatGPT le matin quelle est l'actualité du jour et il te fait un journal sur mesure. Il te dit il y a ça dans l'actualité internationale, dans la politique, et tac. C'est génial. C'est pas bon pour les médias traditionnels, mais tu sais, Bruno, c'est cette espèce de journal sur mesure qu'on nous promet depuis l'avènement d'Internet, en fait. Sauf que, il est bourré de conneries. Non, pas de conneries, pardon. Souvent aussi, il a des informations qui sont pas fraîches. Il a du mal à savoir ce qui a vraiment 24 heures. En fait, c'est pas un très bon journaliste, ChatGPT. C'est ça le problème. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les journalistes. Ouais, pour l'instant, oui. Pour l'instant. Mais tu vois, ça me fait penser à l'expérience que j'avais fait. Vas-y. Après, je te livrerai une petite réflexion aussi. Ça me fait penser à l'expérience que j'avais fait avec Copilot à un moment donné quand ça avait sorti. Et j'avais fait donne-moi les nouvelles en technologie, donne-moi les nouvelles du jour.
Il avait été chercher des histoires qui s'étaient passées dans les derniers mois. Oui, voilà, c'est ça. Et là, je parlais des informations du jour. Et je lui ai reposé la question. Je disais, es-tu certain que c'est aujourd'hui? Il me dit, oui, c'est l'information du jour. Alors que c'était bien daté. On cliquait puis on voyait les dates qui étaient là. C'est la surconfiance des LLM. Ils sont persuadés qu'ils ont raison et ils ne savent pas dire qu'ils ont tort. Ouais, ils sont en mode d'affirmation. C'est un biais, ça. C'est presque un biais humain, tu vois. Ouais. C'est fou, hein. Mais non, mais c'est incroyable ces questions que ça pose. Moi, je me disais ce matin, malgré tout, je suis sûr qu'on va évidemment les utiliser de plus en plus, mais du coup, on risque, nous, même dans notre travail, d'être de plus en plus des vérificateurs, en fait, des vérificateurs d'IA à tout point de vue. Et puis, il y a autre chose, on dit que oui, en fait, les gens aiment bien quand même continuer à s'adresser à des gens et c'est ce qui fait que les humains disparaîtront pas et que les IA ne vont pas tout remplacer. Ouais, mais tu vois, si c'est pour que nous, les humains, on devienne un peu comme, tu sais, les animaux de soutien psychologique dans les avions, tu as le droit d'emporter ton chien pour le caresser parce que ça te déstresse. Ben, nous, on sera ça demain. On sera ou des fact-checkers. Voilà, on sera des fact-checkers et on sera des animaux de soutien psychologique pour les autres humains. Ça les rassurera de parler à des humains, mais on leur apportera aucune plus-value tangible et concrète. Tu es un poète de la tech. C'est beau. C'est un peu cynique, hein. C'est un peu terrible. Ah non, mais il y a quand même une pointe de vérité, hein. Sinon tu le dirais pas. Jérôme, tu parles de quoi cette semaine? Écoute, cette semaine, moi, tu vas dire que je suis un peu obsédé, mais je parle encore de ChatGPT parce que. Un peu obsédé, hein. Ouais. Je sais qu'on va bientôt fêter les 2 ans de ChatGPT, le 30 novembre, le lancement. Est-ce que t'as reçu un gâteau? Non, j'ai rien su, mais c'est quand même, c'est un truc de fou. Et donc, j'en parle avec Stéphane Distinguin, qui est un entrepreneur dans le numérique depuis de très très longues années, qui a un regard assez intéressant là-dessus. Et puis, je parle également d'une innovation en matière d'énergie. Et tu sais que c'est un peu mon dada, les questions d'énergie, qui en plus sont très liées aujourd'hui à l'intelligence artificielle, hein, puisqu'on a besoin de toujours plus d'énergie, mais pas seulement pour l'IA. Il en faut aussi pour évidemment les transports, les voitures, les avions, les bateaux. C'est une petite entreprise française, enfin une jeune entreprise française qui s'appelle Airleum, qui est basée dans l'est de la France et qui fait de la captation du carbone, du CO2 dans l'atmosphère, mais pour le transformer en carburant utilisable dans les bateaux et les avions. C'est pas magnifique, ça ? Ah oui? Ah, je trouve ça génial. Ils viennent de lever $6 millions. C'est hyper prometteur et donc j'en parle avec le fondateur de cette entreprise. Bon, parle-moi de ça. Enfin, des bonnes nouvelles sur ton podcast. Toujours, tu as raison. Il faut des bonnes nouvelles et il y en a beaucoup dans ce domaine et il faut vraiment les mettre en avant, les bonnes nouvelles en matière d'énergie, d'environnement, etc. Ça va pas sauver le monde, mais ça y contribue. Ben non, exactement. Jérôme, j'invite mes auditeurs à aller faire un tour de ton côté, se porter aux oreilles mon numérique. Et puis, moi aussi. Bon, puis on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bruno. Ciao, ciao. Bon, puis lâche ChatGPT Search, là. Retourne sur Google. Salut! On va voir. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Cette semaine, le journaliste à la retraite Alain Saunier lance un nouvel ouvrage intitulé « Tenir tête aux géants du web, une exigence démocratique ». C'est publié aux éditions Éco-Société. Dans ce livre, il dénonce l'influence croissante des grandes plateformes numériques sur la démocratie et appelle les États à reprendre leur autorité face à des entreprises comme Amazon, Meta et X. Pour discuter de ce nouveau plaidoyer aux dirigeants publics, mais aussi aux citoyens, je l'ai invité et on le retrouve à l'instant. Bonjour Alain Saunier. Bonjour. Alain, j'ai presque le goût de dire que c'est la suite de notre conversation au sujet du premier livre qui avait été fait, mais là, on parle du nouveau que je mentionnais, de tenir tête aux géants du web. Alain, dans ton livre, tu dénonces l'influence des GAFAM sur la souveraineté démocratique. Selon toi, ce serait quoi les premières actions que les États devraient prendre pour contrebalancer ce pouvoir-là? Ben, d'abord, les États, ils doivent rétablir leur autorité parce que le problème est le suivant. Ces géants du web-là font à peu près tout ce qu'ils veulent.
Amazon a les coups des franges pour faire à peu près tout ce qu'il veut pour détruire notre économie. Les réseaux sociaux propagent la désinformation. On l'a vu avec le réseau X de M. Musk. On a vu que M. Mark Zuckerberg continue toujours à laisser aller les choses. Alors, il faut qu'on rétablisse l'autorité de l'État. Et comment? Ben, ça veut dire plus de réglementation, ça veut dire plus d'encadrement, et ça veut dire aussi d'arrêter de les laisser faire. Tenir tête aux géants numériques, c'est une exigence démocratique, c'est ce que j'écris. Et c'est bel et bien vrai. Et dans les barbares numériques, qui était la dernière conversation qu'on avait eue, toi et moi, il faut se rappeler que je me préoccupais beaucoup des médias, qui étaient un peu comme mis de côté sur leur modèle d'affaires par les géants numériques. Et je m'occupais aussi beaucoup de la culture, parce qu'elle était marginalisée par les plateformes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut ajouter à ça une autre couche. Et l'autre couche, c'est que les valeurs démocratiques, la démocratie est menacée par le fait que les géants du web sont en train de prendre le contrôle de nos vies, là. Je reviens sur Barbare numérique. Ce livre-là tenait bien. Tu as fait plein de tribunes, plein de médias sur le sujet. Pourquoi tu as senti que tu devais revenir sur le sujet? Ben, pour une raison bien simple, c'est que j'avais d'autres choses à dire. J'insistais pas beaucoup sur la question des valeurs démocratiques. Or, après ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu écouter, regarder au cours des 2 dernières années, moi, je regarde, par exemple, ce qui se passe un peu partout dans le monde, tout ce qui s'appelle le soutien au régime autoritaire d'un Elon Musk, par exemple, en Hongrie avec Viktor Orban, Javier Milei en Argentine, et aussi maintenant avec les États-Unis, où il va avoir justement un rôle majeur pour dégraisser, disent-ils dans leur langage libertarien, la taille de l'État et puis enlever toute forme de réglementation et d'encadrement qui se trouve à être problématique, disent-ils. Alors donc, les idées libertariennes sont en train de prendre le dessus un peu partout et puis les régimes autoritaires en profitent également. Et à mon point de vue, il y a une autorité maintenant qui est en train de s'établir à l'intérieur de cette internationale qu'on peut qualifier ultra-droitiste. On est en train de faire face à cette situation-là. Donc, il faut en prendre acte, il faut en prendre conscience, et c'est la raison pour laquelle je trouvais essentiel d'écrire ce deuxième essai pour tenir tête aux géants numériques. Et je dis que c'est une exigence démocratique parce que, justement, on en est là. Mais à un moment donné, tu parles même, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est la première fois que je le voyais vraiment, là, tu parles d'une guerre cognitive avec les géants du numérique. C'est quoi le risque pour les démocraties? Le risque des démocraties, c'est que les réseaux sociaux, par exemple X, et même Facebook, Instagram, et même TikTok qui s'ajoute à l'ensemble de ces réseaux-là, ils propagent la désinformation, puis ils ouvrent la porte à des propos misogynes, racistes, sexistes, homophobes, etc. On en est là. Donc, quand on dit qu'il s'agit vraiment d'une opération réfléchie de la part de ces géants-là, c'est parce qu'ils ont des intentions. Et les intentions, elles sont idéologiques, elles sont politiques. Et nous, on n'en est pas conscient. On pense que, bon, c'est intéressant, les réseaux sociaux, c'est intéressant, le web. Et j'en suis. Je veux pas qu'on vienne en arrière. Là, je l'ai déjà exprimé clairement. Mais par contre, il faut être conscient qu'aujourd'hui, il y a cette bataille-là parce qu'on est vraiment dans un horizon de politique. C'est de la politique aussi que font les géants du web en tentant de déréglementer tout, en tentant de propager la désinformation, de manipuler l'information. Et je lance aussi ce cri du cœur également parce que ça va venir aussi au cours des prochaines élections au Canada, au Québec. Est-ce que l'enjeu est pas encore plus important parce que il y a tout un pan de la population maintenant qui s'informe, qui vit, qui respire à partir de ces plateformes-là et qui délaisse les médias traditionnels? Est-ce que c'est pas aussi ça l'enjeu? Avec toute une génération de gens qui s'informent sur les réseaux sociaux, on a comme créé des espaces où il y a ni foi ni loi et c'est au plus fort la poche qui remporte le discours? C'est vrai qu'il y a une polarisation de plus en plus importante qui se fait au sein du public. Mais aussi, il faut reconnaître là-dedans qu'il y a eu une certaine forme, je dirais, d'abandon de la part des médias traditionnels d'un certain public qui sont les plus jeunes. Les moins de 35 ans ne s'informent plus du tout. Mais comment t'expliques ça? Ben, moi, j'explique ça tout simplement qu'on a pensé qu'il n'allait jamais y avoir de problème, qu'on était là pour toujours.
mais les habitudes d'écoute, les habitudes de consommation, comme on dit, des réseaux sociaux ont changé complètement la donne. Et peut-être aussi parce que les journalistes expliquent mal les choses. Peut-être que les journalistes ont abandonné les plus jeunes d'une certaine manière et qui ont tout simplement décidé d'émigrer ailleurs dans leurs intentions d'écoute, là. Mais je t'entendais en entrevue à la radio de Radio-Canada à Québec cette semaine et tu disais que, justement, par rapport à ça, il y a incombe peut-être aux journalistes de revoir leur façon de travailler et leur façon d'expliquer les choses. Oui, parce qu'en fait, les journalistes, ils peuvent pas faire tout simplement ce que tout un chacun peut faire sur le web, sur les réseaux sociaux. Je veux dire, à ce moment-là, à quoi ils servent? Les journalistes, ils servent à autre chose. Et je pense qu'ils doivent nécessairement recentrer leur travail maintenant autour du journalisme d'enquête, autour aussi de la validation des faits qui circulent sur les réseaux sociaux, comme un contre-pouvoir, si on veut, des réseaux sociaux qui appartiennent aux géants du web, parce qu'il faut nécessairement qu'on empêche que la désinformation s'installe comme étant la seule et unique source. Mais Alain, pourquoi ce message-là passe pas? Parce que moi, je me souviens, à l'arrivée des réseaux sociaux, là, on est autour de 2006-2007, je me souviens t'avoir entendu à Radio-Canada dire, avant, on rapportait les choses, maintenant, il va falloir les mettre en contexte parce que n'importe qui peut ramener l'information sur les réseaux sociaux, mais le message semble pas passer. Ben, il semble pas passer parce que 100 fois sur le métier, il faut remettre votre ouvrage. Et peut-être aussi que les médias ont dormi au gaz, comme je l'ai expliqué dans une entrevue tout récemment. Les médias doivent développer de nouvelles façons d'aller chercher le maximum de gens par toutes les formes possibles. On voit de plus en plus des infolettes, on voit de plus en plus aussi que les médias tentent de segmenter leur contenu pour être capable d'aller chercher quelqu'un qui a peut-être pas assez de temps pour lire au complet un média. Alors donc ça, ce sont aussi des activités nouvelles que les médias auxquelles les médias devront se livrer. Et ça, c'est bien tant mieux. Mais le journaliste doit faire autre chose que ce que n'importe qui peut faire. Alors, par exemple, la perspective historique, les journalistes sont capables de vulgariser l'information. Ils sont capables de rappeler pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un débat autour de la loi 96, par exemple, sur la langue. Pourquoi est-ce que on est là-dedans et les antécédents de tout ce débat-là, il faut aussi les rappeler parce qu'on est capable, par la perspective historique, qu'on comprenne aujourd'hui pourquoi on est rendu là. Alors ça, c'est le travail des journalistes. L'autre chose aussi, et là je suis très sévère à l'égard des journalistes, je pense que les journalistes doivent arrêter de faire du journalisme trop paresseux. La neutralité, là, c'est bien beau, là, mais on va pas recommencer les débats sur est-ce qu'il y a des changements climatiques ou il n'y en a pas. On va pas recommencer le débat sur le fait que l'homosexualité, c'est rétrograde ou que le fait que l'égalité homme-femme, c'est rétrograde. On le fait, ce débat-là. Il faut arrêter de reculer. Il faut être à jour à ce niveau-là. Donc, on est dans une posture, à certains égards, où les journalistes doivent rétablir les faits parce que le droit le plus important, pour le public, c'est le droit de savoir. Et le droit de savoir, ça veut dire qu'il faut libérer justement ces informations qu'on cache. Il faut être capable d'aller chercher, les débusquer là où elles se trouvent dans la société, puis au sein de l'appareil d'État, au sein des partis politiques et du gouvernement. Je t'amène sur un autre sujet dont tu traites dans cette nouvelle édition. Tu insistes sur l'importance de reprendre le contrôle sur les données personnelles. Tu en avais déjà parlé dans le premier livre, mais là, tu reviens vraiment là-dedans. Comment tu envisages un modèle de gestion qui serait plus respectueux de la vie privée des utilisateurs? Ben, la première chose, je pense qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir un accès un peu plus transparent à l'égard des algorithmes des différents géants du web. Et ça, je pense qu'il est possible de formuler un encadrement. Je pense que le rôle du CRTC peut être élargi à cet égard-là pour qu'on soit capable d'avoir justement l'obligation pour les géants du web de dire comment se fait-il que sur YouTube, par exemple, on a juste on favorise la chanson anglo-saxonne. Comment se fait-il que sur les réseaux sociaux, on va accepter que Elon Musk, quand tu ouvres le réseau X, soit toujours là pour te donner la première nouvelle? Alors, il y a des intentions, il y a des informations aussi qu'on doit être capable de mieux décoder. Et ça veut dire rétablir aussi l'autorité réglementaire. Mais par ailleurs, c'est très difficile de faire ça, et ça, j'en conviens. C'est pour ça qu'il va falloir commencer aussi à s'affranchir de ces géants-là. Je lance cette idée, moi, aussi de développer des alternatives aux réseaux sociaux. Et c'est bien tant mieux si on le fait. Et le nerf de la guerre, de toutes ces données dont on parle, c'est la publicité. C'est grâce à nos données
qu'ils sont capables de vendre la publicité à prix cher, d'ailleurs. Et si tu remarques que dans mon livre, je fais appel aussi au fait qu'on devrait arrêter d'accorder des exemptions fiscales aux entreprises canadiennes lorsqu'elles font l'achat d'espaces publicitaires sur les réseaux sociaux américains, ou sur les géants du web américains. On est en train de leur faire un passe-droit énorme. Alors, si on empêchait que ça puisse se faire, les géants du web se trouveraient peut-être réduits sur le plan publicitaire, puis les entreprises canadiennes investiraient davantage d'argent dans les médias. Et ça, c'est une économie aussi pour l'État. Parce que l'État, ça veut dire qu'il va moins donner d'exemption fiscale si les gens veulent continuer à faire des placements publicitaires dans les géants du web. Ouais. Et cet argent-là, ils pourraient le réinvestir dans les médias. Ouais. Mais ce scénario-là, quand on l'écoute, ça fait beaucoup de sens, mais à quelque part, si on fait ça, on pénalise les entreprises québécoises qui annoncent sur ces plateformes où le public est là. Oui, mais à contrario, ce qu'on fait, c'est qu'on enrichit les géants du web. Alors, il faut être conscient, puis il faut agir à un moment donné de façon, je dirais, il faut agir de façon responsable. Il faut protéger aussi nos médias. Et là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Et moi, j'ai lancé même, j'ai tendu une perche à Louis Audette de Cogeco, qui avait, si tu te rappelles, en février dernier, lancé cet appel à justement mettre fin aux exemptions fiscales. Moi, je suis prêt à devenir un peu le porte-parole, le porte-étendard, si tu veux, de ce combat-là, avec Louis Audette, avec la Fédération des journalistes, avec la Fédération nationale des communications, avec les amis de la diffusion qui ont aussi développé ça. Alors, cette bataille-là, elle peut être utile socialement, économiquement et démocratiquement aussi parce que ça favorisera le journalisme et les médias d'ici. Je reviens parce que tu mentionnais le CRTC. Récemment, là, dans les dernières années, il y a la loi C11, la loi C18 qui est arrivée. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, le CRTC est assez armé pour défendre les Canadiens vis-à-vis les géants du web? La réponse, je l'ai écrit dans mon livre. Alors, la réponse est non. Le CRTC, oui, il a pris déjà des premières décisions qui sont intéressantes. Par exemple, obliger les Netflix et les Amazon Prime Video et les autres de dégager 5% de leur chiffre d'affaires pour investir dans la production canadienne. Ça, c'est une sage décision, puis je la salue. Il y a bien d'autres terrains aussi où ils vont devoir agir. Mais je dis que le CRTC n'est pas, à l'heure actuelle, équipé pour faire face à la musique. Il n'est pas non plus équipé pour faire face à la musique en ce qui concerne la situation au Québec sur le marché francophone. Et là, à l'heure actuelle, le CRTC, il s'occupe beaucoup plus de ce qui se passe au Canada anglais qu'il s'occupe ici. La preuve de ça, c'est que la plupart des conseillers, des commissaires, je ne sais plus comment on doit les appeler maintenant, ils ne connaissent pas le marché très distinct qui est le marché francophone. Ils ne savent pas qu'ici, les gens ont une certaine fidélité, une certaine loyauté aux productions audiovisuelles. Alors, par conséquent, le CRTC doit être aussi reconstruit de telle sorte qu'il y ait une représentation plus importante de la part du Québec et de son marché à l'intérieur de sa représentation. Et ça, c'est possible pour le CRTC de le décréter maintenant. Tu n'as pas besoin de faire une loi pour ça. Tu peux juste ajouter des commissaires et ça représentera davantage le marché francophone. Ben, parallèlement, parce que là, on parle de ce qu'un pays peut faire, quand tu regardes du côté de l'Europe, leur initiative là, face aux géants, est-ce que tu trouves ça plus intéressant et plus proactif que le Canada peut faire présentement? Oui, tout à fait. C'est-à-dire au cours des dernières années, l'Union européenne, par exemple, ou la France, ont décrété beaucoup plus de mesures pour encadrer, réguler. Ils ont même obligé des entreprises comme Google, Apple à verser des montants importants de pénalités parce qu'ils ne voulaient pas se conformer à ces règles-là. Donc oui, l'Europe est en avance sur nous, mais par contre, on a déjà ici fait un bon bout de chemin. Et moi, dans mon livre, je salue le travail que Pascal Saint-Onge a fait avec les lois C11, C18 et ses prédécesseurs là, qui étaient là. Je salue aussi le travail de Mathieu Lacombe du côté du ministère de la Culture et des Communications, qui s'est embarqué, lui aussi, engagé à développer une loi pour protéger la découvrabilité de nos contenus francophones sur les plateformes. Alors, il y a du travail qui est déjà engagé, mais évidemment, le travail n'est pas suffisant. Et pour ça, il va falloir nécessairement faire encore un peu plus, avec plus d'énergie, si on veut, des mesures concrètes. Celle de la fiscalité en est précisément. Et ici, au Québec, il faut aussi que la population suive et puis aille dans ce sens-là.
À la lecture de ton livre, j'avais comme une autre vision si je te ramène dans l'actualité récente, là, j'avais une autre lecture, une autre vision de la fermeture des bureaux de TikTok au Canada. Est-ce que, tu le disais, les Européens légifèrent, encadrent l'utilisation de ces plateformes-là? Le Canada décide plutôt de carrément mettre à la porte un joueur-là. Est-ce que c'est pas une erreur, sachant qu'on laisse les Canadiens encore utiliser la plateforme? Est-ce que c'est pas une erreur de leur part? Parce qu'on vient de perdre un interlocuteur, on vient de perdre une façon même d'imposer des contraintes à ces joueurs-là en les sacrant dehors et eux vont opérer de l'extérieur maintenant. J'ai comme l'impression qu'on travaille un petit peu trop à la pièce. Il faudra avoir un vrai plan global. Et il n'existe pas ce plan global-là. Ça s'inscrit dans ce que je disais tantôt. On a avancé, mais il faut avancer de façon encore plus stratégique. Alors, si on décide de fermer les bureaux de TikTok, mais peut-être qu'il faudra être un peu plus responsable à l'égard de l'ensemble des autres géants du web. Rappelons-nous que la presse, par exemple, s'est plaint beaucoup parce que sur Facebook, il y a encore de la désinformation au nom de lapresse.ca. Et il y a personne. Et notre ami éditeur de la presse, François Cardinal, me racontait que malheureusement, quand il envoyait des messages, il n'y avait jamais de réponse. Alors donc, ça veut dire que c'est ça la responsabilité qu'on doit imposer en fait du côté des géants du web, mais y aller à la pièce comme ça. Je comprends que dans le cas de TikTok, on a très peur de l'ingérence chinoise et peut-être que ça motive un peu les choses, mais moi, je parle d'ingérence chinoise. On a parlé aussi d'ingérence iranienne, d'ingérence aussi d'autres pays. Mais l'ingérence américaine, on en fait quoi, hein? Alors, tu sais, Elon Musk, l'ingérence qu'il va faire lors des prochaines élections au Canada, lui-même qui se prétend encore toujours canadien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser faire? Est-ce que la loi électorale va s'appliquer dans son cas? Alors c'est ça veut dire qu'il faut avoir une vraie réflexion et un plan global. Alain Saunier, en terminant, quel message tu souhaites transmettre à tes lecteurs en écrivant, j'allais dire, ce deuxième chapitre de tes propos quant à la lutte avec les géants? Il y a deux messages. Tenir bon, ne pas lâcher et tenir tête aux géants du web. Et quand j'ai ajouté le sous-titre « Une exigence démocratique », c'est que je pense fondamentalement que la démocratie, elle est en danger. Et c'est ça le message que je lance. Oui, les médias sont encore menacés d'être marginalisés. Oui, notre culture francophone, elle est aussi menacée d'extinction d'une certaine manière si on ne se retrouve pas dans cet espace-là. Mais aujourd'hui, comme je le disais tantôt, il y a une nouvelle couche là, qui s'ajoute. La démocratie, les valeurs démocratiques auxquelles on tient sont menacées et c'est ça le message de mon deuxième livre. Quant au troisième, il s'en vient peut-être. J'ai presque le goût de te demander, ça va parler de quoi? Ça va peut-être parler davantage de la position des journalistes dans ce nouvel univers-là. On va se reparler. Je prends un rendez-vous tout de suite. Ouais, mais je ne te promets pas dans quel délai ça va se produire parce que là, je vais faire ce que j'appelle le service après-vente pour ce nouveau livre que je viens de publier et on verra par la suite. Alain, on va attendre patiemment ce troisième livre puis on va profiter du deuxième. Je rappelle le titre donc de ce deuxième ouvrage, Tenir tête aux géants du web, une exigence démocratique. Comme tu l'as rappelé, c'est publié aux éditions Éco-Société. C'est en librairie, c'est disponible. Alain Saunier, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions, puis je te dis à la prochaine. Il n'y a pas de quoi, c'est toujours un plaisir, Bruno. Salut. La semaine dernière, un nouveau jeu vidéo centré sur l'histoire autochtone est sorti sur Stream. Le jeu intitulé Two Falls offre une perspective unique sur l'histoire du Québec en permettant aux joueurs de découvrir les récits autochtones et européens à travers les yeux de personnages distincts. Un jeu qui a été développé en collaboration avec les communautés autochtones pour assurer une représentation authentique et respectueuse. Pour parler de ce titre, un des rares jeux vidéo autochtones au pays, j'accueille Kim Berthiaume. Elle est la directrice générale du studio Unreliable Narrator. Bonjour, Kim Berthiaume. Bonjour. Kim Berthiaume, ça fait bientôt une semaine que le jeu est sorti. C'est quoi la réaction? On a eu des très bonnes réactions. On a eu beaucoup d'engouement quand même autour du projet. Donc, on est vraiment contents. Ça a bien été reçu. On a eu les bonnes critiques par rapport à toute l'histoire, les effets visuels en tant que tel du jeu. Donc, on est vraiment contents de ce lancement.
Écoutez, c'est pas un blâme, mais je me demandais quand j'ai découvert votre jeu, comment ça que ça a pris autant de temps pour qu'on ait un jeu comme celui-là? Parce que des jeux qui racontent l'histoire du point de vue autochtone, il y en a pas une centaine. Hein? Moi, j'en connais deux. Là. Il y a Terra Nova qui avait été fait par un étudiant Mohawk. Oui. Et puis, il y a aussi un jeu, si ma mémoire est bonne, qui se passe en Alaska, Never Alone, quelque chose comme ça. Mais là, je découvre votre jeu et je me dis, mais comment ça se fait qu'on a attendu aussi longtemps pour raconter ce bout d'histoire important, mais du point de vue des Autochtones? Je ne saurais dire pourquoi ça a pris autant de temps. Mais ouais, nous, l'idée, elle est venue en 2018, puis là, on le sort juste maintenant, 6 ans après. Ça a été un long processus, puis il a vraiment fallu une équipe. On est tous des mordus d'histoire, on adore l'histoire, puis on voulait vraiment raconter cette histoire, cette première rencontre, un pan de notre histoire, le Québec et le Canada, de pouvoir le mettre sur la scène internationale. Puis dès le départ, c'était évident qu'il fallait la perspective autochtone. Ils étaient là sur le territoire bien avant, puis c'est cette rencontre qui, justement, rend toute l'histoire riche. Donc, ça a été un peu un acte de défi de dire on va raconter cette histoire, on va retrouver cette perspective, on veut changer qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire, qu'est-ce qui est raconté dans les écoles. Donc, ça a pris 6 ans. Le principal défi, ça a vraiment été de trouver les bons partenaires pour réaliser ce projet parce que il faut les voix autochtones. Puis du monde dans les communautés autochtones qui connaît les jeux vidéo. Il y en a pas beaucoup. Donc, on a été vraiment chanceux de trouver Isabelle Picard est embarquée dans le processus créatif. C'est son histoire, c'est son idée. Elle est écrivaine Wendat. Donc, pour ça, on est vraiment content qu'elle a joint l'équipe puis qu'on ait rencontré également Awaseki, qui est une boîte de production de 3D qui sont à Wendake. Donc, on a eu les bons partenaires pour justement intégrer l'équipe. Mais vous, ça fait longtemps que vous êtes dans l'industrie, là, je vois une dizaine d'années en création. Quand vous comparez à d'autres titres sur lesquels vous avez travaillé, comment ça a été perçu? Quand vous avez commencé à en parler, à chercher des partenaires, si vous comparez à d'autres titres, ça a été quoi la réaction? Déjà, le processus de réaliser tout le monde est très différent parce que pour des autres titres qu'on a développés, souvent c'était à l'interne. Donc, Affordance Studio, qui était le studio qui est arrivé avec l'idée originale au départ, on est une boîte qui fait surtout des jeux vidéo avec pour de la formation, de la sensibilisation. Donc, on avait toujours cette idée notre mission était vraiment de créer des jeux pour changer le monde, puis Two Falls est un peu la continuité de tout ça. Mais la façon de créer avec Affordance, c'est souvent avec des clients, ils ont un objectif pédagogique, puis c'est clair, c'est quoi qu'ils veulent, on le met en forme et ça se fait assez rapidement. Dans le cas de Two Falls, ce qui était vraiment différent, ça a été de créer un processus où nous, on n'avait pas tout le message dès le départ. Donc, souvent, les créateurs, développeurs de jeux vidéo, on a la vue d'ensemble, on sait où on s'en va, on sait c'est quoi l'histoire, on sait ça va être quoi les mécaniques de jeu. Mais ici, on était vraiment dans une optique de dire, on veut que ce soit vous qui racontiez votre histoire, puis on veut être sûr que ce soit fait de la façon la plus respectueuse et authentique que possible. Donc, la fin, elle n'a pas été écrite pendant vraiment longtemps, le temps que le conseil des aînés, les consultants comprennent exactement l'histoire, puis disent ça, c'est le message qu'on veut, puis c'est vers là qu'on va aller. Donc, travailler avec des personnes qui sont pas issues du jeu vidéo, c'est un autre défi parce qu'il faut mettre de la base pour avoir un langage commun, puis pouvoir créer ensemble un jeu qui est un média qui est tout à fait unique parce que c'est pas comme le cinéma, c'est pas comme la télé, c'est pas linéaire, il y a beaucoup d'interactivité. Donc, ça a été tout un défi pour ça, réaliser un jeu comme Two Falls, mais en mode de co-création. Puis, vous parlez du Conseil des aînés, mais il y en a 2 qui ont travaillé sur votre projet. Il y a celui des Inuits, celui des Wendat. Est-ce qu'ils avaient une vision? Parce que une histoire, ça reste une histoire. Hein? C'est votre histoire, mais ça, c'est 2 communautés différentes sur 2 territoires bien différents qui n'ont pas vraiment vécu la même expérience. Comment vous êtes arrivé à valider cette information-là de la part de 2 communautés différentes? Oui, ben en fait, on avait plusieurs rencontres qu'on a divisées pour rencontrer justement les personnes plus au niveau de la communauté Wendat, également plus de la communauté Innu. C'est vraiment Isabelle Picard qui nous a ouvert les portes pour aller rejoindre les bonnes personnes parce que autrement, ça aurait été très, très difficile d'aller les rejoindre. Ils étaient sursollicités sur plein de projets autochtones. Ils en entendaient tout le temps parler. Ils étaient un peu réticents également à embarquer dans des projets parce qu'ils disaient, bon, encore un autre projet qui est porté par un autochtone, ils veulent nous mettre notre nom, mais tu sais, c'était pas quelque chose qui nous intéressait. Fait que Isabelle Picard a vraiment été celle qui nous a ouvert les portes pour dire, voici comment ils veulent créer le jeu, puis embarquer, c'est vraiment un beau projet. Mais la façon qu'on a fonctionné avec eux, ça a été de présenter les personnages qui étaient déjà créés par Isabelle Picard, puis dire voici comment on aimerait faire évoluer nos personnages, voici les scènes qu'on aimerait faire, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre de l'avant ou qui
pourrait faire rayonner une partie de votre culture autochtone. Donc, on arrivait avec des scénarios, puis après ça, on les écoutait pour dire, qu'est-ce qu'on est capable de mettre à l'intérieur de la scène, puis c'est comme ça qu'on modulait nos scènes et que l'écriture se faisait. Donc, on avait vraiment un long moment d'écriture juste pour valider toutes les scènes, qu'est-ce qu'on pouvait présenter. Il y avait certains rituels qu'on pouvait pas montrer pour certaines communautés, d'autres c'était correct, mais on essaie d'être le plus respectueux, autant pour les deux communautés. Tu vois, une chose qui était très intéressante, c'est qu'au début, le jeu s'appelait Windigo. Pour les Wendat, il n'y a aucun problème à prononcer le nom, mais pour d'autres communautés, Inuits et autres, avec qui on a discuté, il y avait clairement un malaise à même prononcer et à utiliser le nom et même de le représenter dans le jeu de quelque façon. Donc, on a enlevé le nom. Le nom s'est rendu Two Falls Nishutakwachina et ça, c'est beaucoup plus accepté globalement. À tout le monde. Oui, exact. Vous l'avez mentionné parce que ça raconte l'histoire pas seulement du point de vue autochtone, mais il y a aussi une jeune femme française qui est dans le jeu. On a le choix de voir l'histoire du côté qu'on veut. Mais votre public, quand vous l'avez produit, sachant que vous avez été chercher tous les conseils puis l'assentiment de tout le monde, dans votre tête, là, la persona de votre joueur, il était autochtone ou allochtone? Il était les deux. En fait, principalement, on voulait vraiment mettre le contraste entre les deux pour dire voici une perspective dans laquelle vous allez peut-être plus vous reconnaître sur la scène internationale. Donc, on a Jeanne qui est une fille française qui porte un peu plus les lunettes de la culture européenne, mais également de pouvoir le contraster avec la perspective autochtone pour voir si tu voyais le monde de façon différente, t'enlevais tes lunettes puis tu te mettais dans les souliers de quelqu'un d'autre, à quoi ça pourrait Puis vraiment, c'est le contraste entre ces deux perspectives qui est très riche parce que juste la perspective autochtone, je pense, elle aurait pas été mise assez de l'avant s'il y avait pas eu ce contraste dans lequel on se retrouve. Puis, j'ai fait ce choix-là, puis voici ça a été quoi l'impact sur l'autre côté. Puis c'est vraiment ce jeu-là qu'on voulait faire. Et c'est vraiment deux jeux différents qu'on a dépendamment du personnage qu'on va prendre. C'est presque deux jeux. Ouais. C'est vraiment une ambiance complètement différente. Donc, les scènes, les paysages sont très différents selon quel personnage tu incarnes. Donc, pour Jeanne, la forêt, c'est épeurant. Elle connaît pas ça. Elle a jamais vécu dans ça. Elle est perdue. Donc, la relation avec la forêt est très différente que Maïka n'aurait avec la forêt et son environnement. Et lui, la forêt, c'est un allié. C'est son histoire, c'est sa famille. Exact. Puis les couleurs sont beaucoup plus vives de son côté parce que lui, il reconnaît toutes les fleurs, il reconnaît tous les végétaux. Il y a la vie qui coule dans les arbres. Donc, dans sa perception, c'est beaucoup plus vivant que Jeanne qui voit ça comme un environnement. Faut pas qu'elle s'approche, elle peut pas se perdre. Tout est gris, tout a l'air pareil. Donc, on vraiment fait chercher deux palettes d'émotions différentes, autant par la direction artistique que par les effets sonores. C'est très différent. La musique est très différente des deux côtés. Là, justement, je vais en parler. Vous parlez de la musique. Vous avez vraiment travaillé tous les détails. La trame sonore, c'est assez impressionnant. Vous avez demandé à des musiciens autochtones de la travailler, question de mettre... Comment ça a été, ça, d'arriver à faire l'habillage musical comme ça? Ça a été vraiment intéressant parce que c'est Eati qui est embarqué avec nous, qui a fait toute la musique, dans le fond, qui a composé toute la musique, elle était avec nous depuis le début, donc depuis 2018, où elle est arrivée avec la chanson thème du jeu, qui à l'époque s'appelait Windigo. Puis elle est vraiment allée chercher quelque chose de très profond qui résonnait beaucoup, puis on a vraiment beaucoup aimé sa démarche. Elle n'était pas issue du jeu vidéo parce que c'est une façon assez particulière de créer de la musique pour les jeux vidéo. Donc, on a trouvé d'autres partenaires pour vraiment l'encadrer dans tout ce processus, pour dire comment est-ce qu'on découpe la musique pour les jeux vidéo, puis etc. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très très enrichissant et très fun de travailler avec elle comme ça. Quel retour vous avez eu des membres de la communauté autochtone qui ont testé le jeu, qui l'ont essayé, même dans le processus, mais aussi une fois fini, là? On a eu des bons commentaires. On a vraiment du monde qui sont très contents que ça a été réalisé, puis que la qualité également du jeu était vraiment très, très bien. Puis, je pense que les feedbacks ont été très bons. Puis déjà, dès le début, quand on avait commencé à créer le jeu avec les communautés autochtones, ils avaient dit à quel point ils voyaient que les jeunes étaient très intéressés par le jeu vidéo. Puis ils se disaient, finalement, on aurait un jeu qui sur notre culture qu'on pourrait partager avec eux parce qu'ils sentaient des fois que il y avait un petit désolé mon anglicisme, mais un disconnect entre les nouvelles générations, leur intérêt pour leur culture ils étaient moins intéressés. Donc, ils disaient, finalement, on pourrait peut-être raviver puis s'assurer que ces portions de culture ne s'oublient pas. Surtout, c'est beaucoup des traditions orales qui sont partagées. Donc, je pense qu'ils ont vu un bon potentiel avec ce jeu. Je reviens à ce que vous nous disiez au tout début. Une partie de l'expertise de votre équipe, c'est de travailler dans du matériel pédagogique, éducatif. Est-ce qu'il y a un bout de Two Falls que vous vous dites, ça, là, on pourrait l'utiliser pour faire l'éducation avec ça?
Ben, je pense que tout le jeu a été réfléchi pour être un complément en fait, notre mission, une des grandes missions, ce serait qu'on utilise ce jeu-là dans les écoles et ça suscite des discussions entre les professeurs et les étudiants. Ça fasse partie du cours d'histoire? Ouais, on a ce qu'on appelle le codex. Donc, il y a tout ce que tu découvres au travers du jeu en termes de personnages, de références historiques, d'éléments culturels. Il y a un codex que tu débloques qui agit un peu comme la portion éducative, en fait, dans lequel on te donne plus d'informations sur chaque truc que tu découvres dans le jeu. Puis également, pour continuer à refléter le côté perspective de nos personnages, les codex sont en 2 formats. Donc, tu le connais d'une version européenne, mais également pour les Autochtones, ça a une autre signification. Donc, une même plante n'a pas la même signification pour les 2 personnages parce qu'ils n'utilisent pas de la même façon. Donc, on veut vraiment refléter justement à quel point la relation, l'environnement et tout est très, très différente entre un alloctone et un autochtone. Vous êtes en train de commencer à répondre à ma prochaine question, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce que vous espérez que le joueur va retenir du jeu, de son expérience? Il y a un bon message au travers du jeu et je pense le message fondamental qu'on essaie d'aller rejoindre avec un jeu comme Two Falls, c'est l'ouverture d'esprit envers ce que l'on perçoit qui est une vérité ou ce que l'on est partagé. On est dans une société où on est très vite à déterminer que ça c'est vrai puis de plus bouger sur une opinion sans chercher toute l'information et sans s'ouvrir à d'autres réalités ou d'autres vérités en fait et perspectives. Donc c'est vraiment un message de être ouvert aux autres, écouter l'histoire des autres, ça permet d'enrichir beaucoup plus une opinion qui est jamais complètement noire et blanche. Et également, une première portion de réconciliation avec les communautés autochtones, de réaliser bien qu'est-ce qui est arrivé justement au Québec et au Canada dans le 17e siècle, puis qui a continué pendant plusieurs siècles par la suite. Ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il va être important dans votre carrière. Qu'est-ce qu'on fait après un jeu comme ça? C'est une très bonne question. On n'abandonne pas, on essaie de le pousser vraiment pour que ce soit diffusé le plus, que ça rayonne sur la scène internationale. Je crois qu'il y a un très beau message, autant dans l'histoire, nos personnages sont très complexes, sont très nuancés. Les messages également sont très nuancés. On attaque quand même des thèmes qui sont plus sensibles, mais on le fait avec nuance et respect. Puis, je pense que ça devient une démarche qui peut être intéressante pour n'importe qui voudrait raconter des histoires des communautés autochtones ou des natifs et autres. Donc, on défait ça, on essaie de le pousser de l'avant, puis on veut vraiment que ça devienne un jeu dont le monde va en parler, que ça va garder un impact, puis qu'ils vont oser échanger sur un jeu et sur le message, puis qu'est-ce que ça implique. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il pourrait y avoir une suite? Il pourrait y avoir une suite. Parce que je ne sens pas de porte fermée dans l'histoire, là. Non, définitivement pas. Définitivement, ce serait une aventure qu'on voudrait recommencer. On va toujours garder la volonté de créer des jeux, puis il y aura d'autres qui vont suivre, c'est sûr. Donc, on va toujours vouloir garder la volonté de raconter des histoires qui mettront de l'avant des communautés que l'on entend très, très peu souvent pour pouvoir leur permettre de parler sur un sujet, sur des pans d'histoire que l'on explore très, très peu souvent ou que l'on explore beaucoup trop de seulement une perspective. Donc ça reste définitivement notre objectif et ça va le continuer. On a des projets qui s'en viennent, donc qui sont en production. Kim Berthiaume, je rappelle que vous êtes directrice générale du studio Unreliable Narrators. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions, puis encore félicitations pour le titre. J'ai l'impression que vous allez permettre à des gens de découvrir une autre partie de notre histoire. Mais merci à vous, je suis très contente d'être ici avec vous. Au revoir. La semaine prochaine, à San Francisco, en Californie, va se tenir une grande rencontre internationale de gens qui s'intéressent, pour ne pas dire se préoccupent, de l'impact de l'IA sur nos enfants. Et en amont de cette rencontre intitulée Responsible AI for Children, la spécialiste en neurosciences et en développement de l'enfant, Mathilde Serioli, qu'on avait déjà accueillie ici, a accepté de venir nous parler d'une partie de ses résultats de son étude qu'elle va dévoiler lors de l'événement sur le sujet donc de l'impact de l'IA sur l'apprentissage de nos enfants. On va la rejoindre immédiatement en Californie. Bonjour Mathilde Serioli. Bonjour.
Je vous parle à quelques jours d'un grand événement que vous êtes en train d'organiser sur la côte ouest des États-Unis, qui va faire en quelque sorte l'état des lieux de vos travaux quant au développement des enfants et l'utilisation ou leur contact avec l'intelligence artificielle. Si je vous demandais quelles sont les principales conclusions de votre rapport par rapport à l'IA et les enfants, parce qu'on en avait déjà parlé, c'est un travail de longue haleine que vous êtes en train de faire, mais là, vous êtes à la veille de publier quelque chose d'important, là. Donc c'est ça, on a publié le rapport officiellement depuis le mois de mai. Et c'est vrai que maintenant, on est vraiment dans un travail de communication, de partager ces résultats. Et alors, les conclusions principales, il y en a beaucoup, mais... Qu'est-ce qui est important que les gens sachent? Qu'il y a énormément de potentiel dans l'intelligence artificielle quand il s'agit d'aller soutenir le développement des enfants. Qu'il y a une vraie réalisation de la part des experts dans le développement de l'enfant, de la part des experts dans l'intelligence artificielle, et que par contre, toutes les promesses qu'on a, on a des belles promesses dans l'éducation quand on pense à avoir une éducation qui va être plus personnalisée, par exemple, avec des retours sur les apprentissages qui sont plus immédiats. Toutes ces choses-là sont très prometteuses, et pour réussir à faire ça, ça va vraiment prendre de mettre des gens autour de la table et de ne pas mettre que des gens qui développent des produits, ce qui est souvent actuellement le cas. C'est quand même beaucoup des gens qui viennent du monde du game et du engineering sur ces solutions, mais il va falloir aller mettre des experts en éducation, des experts en développement de l'enfant. D'ailleurs, on invite aussi les experts du développement de l'enfant à s'emparer un petit peu de ce sujet, parce que c'est vrai qu'on est souvent un petit peu cloisonné. L'IA, ça peut paraître loin. Il y a vraiment ce besoin en fait de se mettre ensemble pour pouvoir aller vraiment tenir ses promesses et qu'on puisse vraiment développer les utilisations qui vont être cool. Et puis, de l'autre côté, parce que comme toute innovation, ça vient avec son lot de risques, surtout quand on pense à un enfant qui est encore en train de grandir, qui est encore en train de se développer. Leur cerveau, c'est pas le même que le nôtre. C'est une éponge. Hein? Exactement, c'est une éponge à tout. Et il y a des moments un petit peu clés dans le développement du cerveau où il faut avoir certaines interactions à un moment donné. On le sait bien, adulte. Un exemple qui est un peu évident, mais qui nous aide à comprendre en tant qu'adulte, c'est que si on apprend à parler une deuxième langue tard dans la vie, c'est beaucoup plus difficile que pour un enfant. Ça, c'est parce que le cerveau de l'enfant, il est fait pour apprendre vite. Mais si on n'apprend pas pendant ces périodes-là, on n'apprendra pas aussi vite plus tard. Donc, on a besoin aussi de réfléchir vraiment en tant qu'humain. Je pense, c'est quoi les expériences à des moments clés qu'on doit continuer à avoir et où l'IA doit soit soutenir ces expériences, soit les laisser se faire toutes seules. Justement, est-ce que là, quand vous parlez de ça, est-ce que vous parlez de la paresse cognitive que l'IA pourrait entraîner chez l'enfant? Alors, c'est une chose, effectivement, quand est-ce que l'IA fait trop pour l'enfant, mais aussi l'enfant a une compréhension du monde qui est différente de la nôtre. Ils ont encore leur naïveté, il y a plein de connaissances qu'ils n'ont pas, et puis ils n'ont pas encore toutes les capacités de réflexion que ça prend pour aller réfléchir à certains sujets. On ne demanderait pas à un enfant de 6 ans de réaliser des opérations complexes en mathématiques, parce qu'on voit bien que leur cerveau n'est pas encore là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à certaines utilisations. Et malheureusement, ça a fait les news récemment. Je pense que ça a fait les news autour du monde. Par exemple, le suicide de ce jeune homme, Sewell, suite à un attachement à un AI companion. Quand on regarde vraiment... désolée, je suis en Californie, alors je parle un franglais parfait. Mais quand on regarde pourquoi ce genre de choses est arrivé, j'aimerais penser que ce serait un cas qui va être très, très isolé. Mais en fait, naturellement, on est fait pour aller rechercher ce genre de choses, surtout si en plus on remet dans le contexte d'un adolescent. Un adolescent, son cerveau, il est en pleine évolution. C'est un moment qui est clé. Ils ont tendance, on le voit et on le sait biologiquement, à aller rechercher des récompenses à court terme. Ils ont beaucoup plus de difficultés à penser à long terme aux conséquences qu'il va y avoir. Parce que leur cerveau, en fait, se développe d'abord sur le système de récompense par rapport à leur capacité à inhiber. Donc, se dire, je fais peut-être un truc un peu risqué maintenant, mais ça va être un problème dans, je sais pas, 1 an, alors que là, j'ai une récompense dans les 5 minutes, c'est encore plus difficile pour eux. Si nous, on trouve ça dur d'arrêter de scroller des fois sur les social media, c'est encore plus difficile pour le cerveau d'un adolescent. C'est aussi un moment qui est très compliqué d'un point de vue social. L'adolescence, on quitte un petit peu son nid familial, on va former des attachements auprès de nos pères, et il y a besoin de faire ça. Et en même temps, c'est dangereux comme sentiment de sentir sortir de son cercle. C'est anxiogène d'aller vers les autres. Et je pense que tout adolescent et tout adulte qui a été adolescent peut repenser à des moments clés
Ou socialement, aller vers les autres, c'était compliqué. Là, si j'ai une solution à laquelle je peux parler, qui est disponible à tout moment du jour et de la nuit, qui me dit ce que j'ai envie d'entendre, qui est hautement rewarding pour le cerveau, qui va nous donner le type d'interaction dont on a besoin, bien sûr qu'il va y avoir un attrait d'autant plus important pour ça. Donc, le fait que les jeunes vont vouloir aller vers ces solutions, en fait, ça paraît évident quand on regarde où ils en sont. Et est-ce qu'on devrait autoriser certaines utilisations à certains âges? Ça, c'est une question qu'on doit avoir. Parce qu'un adulte, il est quand même pas au même stade dans son développement. Il a déjà un cycle social large. Il sait déjà gérer les relations sociales. Il a appris à s'adapter avec les autres. C'est pas la même chose que de devoir apprendre comme ça. Moi, en tant que maman, j'ai pas envie que la première petite copine de mon fils, ce soit une IA. J'ai envie qu'il expérimente ses compétences sociales. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Parce que pour construire ces compétences sociales, ça prend aussi d'avoir des relations qui sont réciproques. Ça prend d'avoir l'autre qui me répond, ça prend d'avoir l'autre qui me frustre, parce que les relations humaines, c'est compliqué. Et c'est un apprentissage qui se fait tout doucement, qui se fait progressivement et qui a besoin d'être fait. Et là-dessus, il faut faire attention à quel type d'IA on va aller autoriser à quel âge. Donc, il y a vraiment aussi un aspect développemental, quelque chose qui serait bon à 16 ans et pas forcément à 8 ans. Mais Mathilde, j'entends ce besoin d'avoir une bienveillance par rapport à l'apprentissage des jeunes, puis ça, je vois que des spécialistes comme vous voyez l'importance de le faire, mais de l'autre côté, vous avez mentionné les créateurs de l'écosystème qui veulent utiliser l'intelligence artificielle pour agrémenter le divertissement des jeunes. Est-ce qu'à un moment donné, puis vous êtes consciente, là, vous travaillez dans un écosystème entouré de ces deux forces-là, est-ce que elles se rencontrent à quelque part, ces gens-là? De plus en plus, je dirais. Moi, j'ai trouvé ça hyper encourageant. Donc, pour faire le rapport, il y a tellement de choses à regarder. On s'est dit, il va falloir prioriser. Il y a une urgence aussi dans cette situation. Les solutions vont très vite. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des interviews avec des experts en intelligence artificielle. Donc, on a réellement contribué à ce rapport qui est beaucoup plus neuro, finalement. Et aussi, bien sûr, des gens du monde de child development. Ça paraissait évident dans mon contexte. Mais et d'aller leur dire, mais c'est quoi les utilisations qui arrivent dans les 2-3 ans sur étagère et qui vont aller être dans l'environnement de notre enfant, vous voyez quoi arriver. Que vraiment on réfléchisse à ces utilisations en priorité, ça ne sert à rien de réfléchir à des choses. Oui, d'aller concrètement là, dans les médias, là, presque. Et moi, j'ai été très agréablement surprise par tout le monde a envie de faire, surtout quand on est dans le domaine de l'enfant, on a envie de faire des solutions qui sont cool. Moi, j'ai entendu puis je suis dans la Silicon Valley, donc je fais partie groupe de founders autour de la parentalité et des objets pour enfants. Je vois souvent des gens qui vont pitcher une idée qui a l'air bonne sur le papier parce qu'on tombe amoureux de son idée. Et puis, je sais ce que c'est que d'être un fondateur d'une start-up. On aime son idée, on tombe amoureux. Puis, c'est très facile d'oublier. De se dire, les enjeux. Tout va bien. Tout va bien. Tout se passe bien. Bonne utilisation. On l'arrête au bout d'une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tout va mal? Il y a vraiment besoin de faire ce jeu, en fait, de se dire, est-ce que quand tout va mal, finalement, les risques sont toujours assez faibles et ça vaut la peine? On est en train de créer une belle solution. Et puis, il y a toujours des petits risques. Ou est-ce que là, en fait, quand tout va mal, ça va vraiment mal? Moi, Et puis, suite au rapport, j'ai eu pas mal de contacts aussi de gens qui créent des solutions et qui d'un coup se disent, soit ils le demandent très tôt en disant, je suis en train de créer ça, j'aimerais bien discuter avec vous pour voir si ça fait du sens. Puis à l'inverse, genre, j'ai créé ça, puis là, maintenant, en fait, j'ai créé un compagnon pour enfants sur ordinateur, puis en fait, les enfants, ils viennent me raconter des trucs difficiles qui s'est passé à l'école, puis je sais pas quoi en faire. Je me dis, si tu avais parlé à un psychologue il y a 6 mois avant de lancer ton produit, tu l'aurais su que c'était pas une bonne idée parce que je te l'aurais. Enfin, même pas que moi, genre n'importe quel psychologue aurait dit, à partir du moment où tu parles avec un enfant, il va te dire des choses, puis il faut que tu sois prêt à ça. Il faut déjà que tu aies la solution à l'intérieur. Et donc, de toute façon, le type de relation qu'on devrait utiliser, c'est une relation qu'on appelle parasociale, parce que c'est des relations à sens unique. Les enfants, ils ont des relations parasociales avec une licorne, Harry Potter, leur nounours. Tout ça, ça existe. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réponse. C'était vraiment une relation. Oui, c'est bien directionnel. Ouais. Alors que là, on est toujours dans du parasocial parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière. Mais par contre, il y a quand même des réponses qui vont aller entretenir ça. Et ça, c'est un vrai changement qui arrive avec l'IA et à laquelle il faut faire attention. Mais globalement, quand on parle avec ces founders, tant qu'il n'y a pas d'argent qui a été levé, c'est quand même une grosse différence. Moi, j'ai vu des gens qui ont lâché leur idée assez vite, qui l'ont fait pivoter. Parce qu'en fait, quand ils créent des produits, souvent, la réalité, les fondeurs de produits pour enfants, c'est des parents. La plupart du temps, ça vient vraiment d'un désir pour eux. Et après, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. De même que moi, je ne suis pas capable
développer une solution IA, c'est pas mon métier, eux sont pas toujours capables de développer une solution qui va vraiment être bénéfique pour les enfants. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce besoin de collaboration. Mais globalement, à ma grande surprise et grand soulagement, il y a un vrai désir des deux côtés, en fait. Et je pense qu'il faut créer cet espace. Justement, vous parlez de créer cet espace, mais disons, parce que, la société étant ce qu'elle est, il y aura toujours si ce n'est pas des individus, ça sera l'intérêt de grands groupes de faire ici et là de l'utilisation de l'IA qui ne serait pas dans le meilleur intérêt des jeunes. Je sais que vous êtes en contact avec des gouvernements un peu partout à travers la planète qui se sont penchés sur ce problème-là, qui sont venus vous demander de réfléchir pour eux, avec eux. Vous leur dites quoi? On doit encadrer l'évolution, le développement de ces outils-là quand vient le temps de développer quelque chose pour les enfants? Pour moi, on a vraiment trois audiences clés. Bien sûr, plus on tape haut, plus on interdit certains trucs qu'on sait déjà qui sont vraiment très, très élevés en termes de risque. On se gagne beaucoup de temps. Mais ça met du temps. C'est régulation. Alors, il ne faut pas réguler. C'est du long terme, ça, ouais. Le but, c'est pas de réguler l'IA pour réguler l'IA, c'est de réguler certaines utilisations, certaines applications qui sont à l'égard des enfants. C'est un autre débat. Et là-dessus, il y a consensus. Tout le monde est d'accord. J'ai jamais entendu personne, quand j'ai dit c'est vraiment important de réfléchir au développement des enfants, de le protéger, de dire on s'en fout. On est d'accord qu'il faut protéger les enfants. Donc les régulateurs, bien sûr que c'est une première partie et on travaille avec ces acteurs. Deuxième chose, c'est vraiment aussi, justement, c'est les futurs fondateurs, les nouveaux entrepreneurs dans les universités, les compagnies qui existent déjà, et on a déjà parlé avec des grosses compagnies dans le monde de la tech qui sont assez ouvertes pour avoir ces conversations. Il y a un besoin d'éducation. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et il y a vraiment besoin de créer ces conversations, que ce soit entre les chercheurs en neurosciences, en développement de l'enfant, en sociologie, avec les gens de l'IA, parce que l'IA, comme c'est partout, chacun a besoin d'arriver un petit peu avec son expertise et sa paire de lunettes pour dire ça, c'est peut-être des problèmes auxquels vous n'avez pas pensé. Puis là, c'est des solutions aussi qui existent auxquelles vous n'avez pas pensé qu'on aurait tout intérêt à voir. Donc ça, c'est vraiment notre deuxième corps d'audience. Puis le dernier, bien sûr, c'est les parents, les éducateurs et les jeunes. Ils ont besoin de comprendre l'IA. Mieux on comprend l'IA, mieux on connaît ce qu'elle peut faire très bien pour nous, mieux on connaît ses limites aussi, et là où on ne veut pas aller. Et il y a besoin aussi vraiment justement d'accompagner les éducateurs, les parents, pour les solutions qui existent maintenant, pour les solutions qui sont en train d'arriver. Ça reste que c'est pas leur responsabilité, mais n'empêche qu'ils vont devoir accompagner les enfants dans ce moment-là. Et c'est hyper compliqué en tant que parent à l'heure actuelle d'accompagner des enfants dans un univers que nous-mêmes on comprend pas toujours. Donc il y a vraiment besoin aussi de créer ces espaces, que ce soit juste avec les parents, juste avec les enfants. Où nous, ce qu'on aime aussi, c'est avoir des workshops où on met les parents et les enfants autour de la table pour avoir cette conversation ensemble, parce que quand tout le monde a les mêmes éléments de langage et les mêmes notions, c'est beaucoup plus facile d'avoir une conversation constructive. En terminant, Mathilde, puis vous le disiez, on vous rejoint dans la Silicon Valley. Le portrait politique influe sur l'industrie. À compter du 20 janvier prochain, ça va être une nouvelle administration qui s'est clairement positionnée pour être beaucoup plus ouverte par rapport au développement de l'intelligence artificielle, en faisant peut-être sauter certaines barrières. Est-ce que dans ce contexte-là, vous semblez croire que votre travail va être plus facile ou plus difficile à accomplir? Et c'est une vraie question, je le dirais dans 6 mois, 1 an, mais je pense que, en tout cas, notre travail devient d'autant plus important qu'on va pas compter sur l'administration, on va pas compter sur les États-Unis pour le faire. Donc, il va y avoir besoin justement de non-profit comme la nôtre, d'acteurs indépendants qui vont pouvoir aller créer ces conversations, créer ces espaces. Là, on travaille actuellement. Et c'est aussi le but de cet événement, c'est d'amener tous ces différents acteurs, dont j'ai parlé de toutes ces audiences autour de la table, pour aller créer une coalition internationale sur laquelle on travaille en amont du AI Action Summit qui aura lieu en février. Et l'idée, pour l'instant, on en est vraiment au stade de faire prendre conscience à tous ces différents acteurs que dans le monde et dans le domaine de l'enfant, il va vraiment falloir aller se positionner sur quel type d'IA on veut et qu'on arrive à créer finalement un accord et un framework sur quelles sont les zones de risque, quelles sont les zones d'opportunité, et qu'on puisse aller développer ça. Et ça a besoin d'être fait à l'international, parce qu'on a besoin aussi d'aller représenter pas juste les États-Unis et l'Europe, on travaille beaucoup avec l'Europe, mais avoir une vision beaucoup plus d'ensemble. Et donc, on parle avec des acteurs un peu autour du globe, de plus en plus. Et pour moi, c'est aussi encourageant de voir que
il y a peu de choses qui font l'unanimité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Par contre, quand on arrive avec quelques éléments clés sur pourquoi, dans le domaine de l'enfance, il y a besoin déjà d'un petit peu d'éducation sur comment ça fonctionne un enfant, pourquoi il y a des inquiétudes à avoir et pourquoi il y a des espoirs à avoir. Et quand on a cette conversation, là, on peut vraiment atteindre un consensus. Il y a vraiment unanimité sur ce sujet et il faut continuer dans cette direction. Donc, c'est vrai que dans les mois à venir, je pense que des acteurs indépendants comme nous se doivent de continuer le travail, qu'on puisse avancer collectivement et pas que au sein des États-Unis, pas que au sein de la Californie, mais avoir une vision plus d'ensemble parce que finalement, les enfants d'aujourd'hui, c'est quand même les citoyens de demain. Donc, on n'est pas que dans le court terme, on est vraiment genre à quoi on veut que ça ressemble un citoyen dans 20 ans, quelle capacité on veut qu'il ait, quelles sont ses compétences sociales, quelle est sa capacité à être avec l'autre, à tolérer la frustration, à être motivé de manière intrinsèque. Toutes ces questions-là, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on se pose en termes de quelles sont nos valeurs en termes de société, de manière locale, mais aussi internationale. En tout cas, en vous écoutant et dans le contexte qu'on vient d'évoquer, c'est là qu'on voit que l'événement de la semaine prochaine que vous organisez prend encore plus d'importance dans ce nouvel environnement. Mathilde Sérioli, je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps pour nous parler en amont de votre événement. C'est très apprécié. Je rappelle que vous êtes PhD en neurosciences et votre spécialité, c'est tellement clair, c'est le développement de l'enfant dans le contexte de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne rencontre la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La semaine prochaine, très exactement le 23 novembre prochain, aura lieu une grande vente d'entrepôts chez Incertec, cet organisme qui redonne une seconde chance aux appareils informatiques et qui, au passage, aide aussi beaucoup de gens à se former pour un nouveau métier. Pour parler d'Incertec et de cette vente, on va aller rejoindre le parrain d'Incertec depuis plus de 20 ans, François Charon. Bonjour François Charon. Salut. François, si je te demandais de me dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas Incertec, qu'est-ce que c'est? C'est la plus belle affaire au monde. Mais encore. Non, mais tu sais, des fois, on tombe en amour avec des organisations qui sont parfaites dans le 360 complet. C'est un endroit où on recueille des ordinateurs provenant des grandes entreprises. Puis ça s'est accéléré, cette folie-là de suréquiper au fil des années. Un technicien informatique dans une business coûte tellement cher que c'est moins dispendieux maintenant être sur des programmes de remplacement aux 24 mois des appareils. Il n'y a plus de techniciens pour jouer dans les machines. Avant ça, on regardait ça des années. Je me rappelle dans mes années à TVA, là, essaye pas de demander un ordinateur neuf à ton boss. T'en avais pas. Là, c'est tout à fait le contraire. Ta machine, tu te dis, hey, elle va bien, on te l'enlève de dedans les mains. Et 24 mois plus tard, quand c'est un ordinateur qui vient d'une entreprise, on sait que c'est pas les mêmes ordinateurs que toi et moi, on achète quand on va dans les bannières qu'on connaît. C'est du grade entreprise, les claviers sont plus solides, les écrans, parce qu'un employé, ça fait pas attention au matériel. Donc, c'est des meilleurs ordinateurs qui étaient souvent même plus puissants que ce que le commun des mortels va s'acheter. Ben, 2 ans plus tard, ces machines-là ressemblent exactement aux ordinateurs milieu de gamme qui sont en vente dans les magasins. Fait que maintenant, Incertec reçoit depuis de nombreuses années des grands lots d'ordinateurs de grande qualité. Ça, c'est numéro 1. 200 000 ordinateurs depuis 1998 ont été contournés, soit de la ferraille ou du n'importe quoi, ou que des petits beaux-frères qui ramassent ça tout croche, à les remettre droit, les reconditionner, s'assurer qu'on puisse mettre un saut de qualité dessus, puis même dire « Hey, on va vous les garantir 1 an ». Les gens partant, ça c'est cool. Pour ceux qui ne le savent pas, Incertec, c'est un OBNL. Parce que c'est un OBNL, un organisme de charité, il ne charge pas de taxes. Et les employés sont pour la plupart des jeunes de 18-35 ans qui n'étaient pas faits pour le système d'éducation comme on l'a actuellement. On en rate à peu près 1 sur 2, un jeune, si on tourne les coins ronds. Là. Ben, il faut les ramasser, ces jeunes-là, là, qui n'étaient pas faits pour le parcours de « je fais mon secondaire 5, je m'en vais au cégep, puis je vais avoir un bac après ». Ben, ces jeunes-là qui se retrouvent à pas avoir de secondaire 5, des difficultés d'emploi, mais qui sont attirés par l'informatique, on les attire, on les forme pendant 6 mois avec des subventions du gouvernement, Ces jeunes-là, là, ils sont très différents de bien d'autres humains sur Terre. Eux autres, là, ils ont hâte de payer de l'impôt.
Ils veulent s'en aller sur le marché du travail, comprends-tu? Et on a un taux de réussite depuis 98 qui dépasse 85 %. Les jeunes, ils sortent d'Incertec, soit qu'ils se ramassent une job parce que des techniciens en informatique, ça court pas les rues. Et de l'autre côté, plusieurs disent, hey, j'ai repris goût aux études, j'ai repris goût à apprendre, je me réessaie et vont chercher leur diplôme. Et ça, c'est la deuxième tarte. Puis la troisième pointe de tarte, mais c'est que tout ça fait qu'on peut mettre en marché des ordinateurs pour une bouchée de pain. Et de toute façon, c'est ridicule d'acheter un ordinateur à 1000 $ pour 80 % du monde. On n'a pas besoin de ça. On est de plus en plus dans le nuage. On est de plus en plus dans des SaaS qui demandent quasiment pas de puissance. On pourrait tout avoir des Chromebooks dans nos mains, puis ça fera un job, là. Non, mais tu sais, et le beau-frère qui connaît ça fait qu'on s'achète la dernière affaire avec une carte graphique à envoyer un homme sur la Lune. Donc, je les contourne du beau-frère qui les envoie s'acheter des machines à 1000 $. Et le pire ennemi du beau-frère. Mais François... mais moi et le beau-frère, on s'entend pas bien. François, si on se parle, c'est justement après, dans ce contexte-là, là, de tout ce que tu as dit, c'est que le 23 novembre, donc c'est dans une semaine, il y a un gros événement, c'est la vente d'entrepôt là-bas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Est-ce que tu peux me donner des exemples? Il faut comprendre que je sais que quand on fait beaucoup de promotions de la grande liquidation annuelle, ça crée dans la tête des gens qu'on peut acheter des ordinateurs juste une journée par année. Ils en vendent 365 jours par année, mais une fois par année, on en profite pour faire une grande liquidation. Et cette année, on a tellement de beaux matériels reçus, je disais, c'est la folie, là, l'affaire des 24 mois des entreprises, qu'on a un gros lot d'ordinateurs qu'on ne peut pas vendre en ligne parce que c'est des grades B. Un grade B, c'est un ordinateur qui est parfait. Nickel, nickel, nickel dans son intérieur. Quand tu le regardes, même à l'extérieur, la plupart du monde vont dire « il n'y a pas de problème ». Et là, tu as le têteux de l'entrepôt qui arrive, qui dit « non, mais regarde, là, quand tu bouges un peu là, dans la lumière, on voit une petite ligne ici. C'est des légers pépins cosmétiques, une petite égratignure ici. Tu peux te retrouver avec un ordinateur portable avec, dans tout l'écran, là, 1 pixel qui est brûlé. Si je te le dis pas, là, je t'annonce que tu seras pas au courant. Donc, je m'amuse parce que cette année, je dis, la vente d'entrepôt, magasine ta scratch, viens choisir ta scratch. Il y a des scratchs qui sont en dessous, Bruno. Donc, il y a quoi comme machine? Il y a 2 types d'ordinateurs. Essentiellement, c'est des ordinateurs compatibles Windows 11 parce qu'on sait que le tsunami s'en vient. En septembre prochain, octobre, fini les mises à jour de sécurité. Donc, on ne devrait pas, en théorie, acheter un ordinateur qui n'est pas compatible Windows 11. Donc, ils sont quasiment tous. On peut avoir un petit, il y a comme 3 modèles vedettes, là. Un petit PC de table, mais quand je dis petit, là, il fait genre 5-6 pouces par 1,5 pouce de haut. Il est aussi performant que ben d'autres, là. Ce qu'on appelle un mini PC, là. Ouais, ben il va être parfait, entre autres, pour brancher sur votre téléviseur intelligent et transformer votre salon vraiment en salon du futur, là, grâce à une petite machine, ou encore brancher à l'écran le clavier que vous avez déjà à la maison, idéal pour faire les devoirs de la bureautique, les réseaux sociaux et compagnie, regarder du streaming. 175 $ pour cette machine-là. Garantie 1 an, compatible Windows 11. Tu sais, on jase, là. Ordinateur plus gros. Je parle plus gros physiquement, à peu près la même puissance, là. Mais pour ceux qui disent, hey, moi, tu sais, il y a beaucoup d'amateurs de PC qui ont le tournevis dans les mains, là, qui veulent changer la carte graphique. Une tour avec un plus gros format. Là, on est autour de 300 quelques piastres. Et la grosse vedette, ça va être un ordinateur portable qui se vend à 225 $. Pas cher, là. Ça, c'est les 3 produits vedettes. Mais comme on a beaucoup de matériel, on en profite pour vider, justement. Il y a plein d'appareils que, ça, il y en a 2. Ça, il y en a 4. Ça, il y en a 3. C'est le temps d'en ramasser. Il y a des téléphones intelligents cette année à partir de 100 $. Je connais plein de monde, moi, qui disent, hey, moi, un téléphone, là, pourvu que ça prenne des photos pour en souvenir. Je veux pas avoir le dernier pixel avec le iPhone Pro. J'ai pas besoin de ça ou mon budget me le permet pas. Et pour tout le monde qui dise, sais-tu, là, moi, un Chromebook, ça m'attire, là. Je suis tellement fier. Avec Incertec, on a fait un contenu, là, extraordinaire qui va faire en sorte que n'importe qui est pogné avec un ordinateur Windows 10, qui pourra pas passer à Windows 11, ou encore va acheter chez Incertec des ordinateurs. On a des tours à 50 $, des laptops à 75 $, et on vous dit comment les transformer en Chromebook en même pas une demi-heure. C'est assez simple parce que tout ce que tu as à faire, c'est, pendant que la machine fonctionne,
mettre sur une clé USB ou une carte SD la plateforme, qui n'est pas très lourde. On vous dit comment arracher Windows. Tu mets la clé, tu déploies la plateforme Chromebook. On a vraiment fait un contenu là, que n'importe qui n'est pas bien bon, là, imaginez la fierté que vous gagnez de faire ça. Et pensez-y, surtout pour le 2e, 3e ordinateur que vous rentrez dans une maison, on n'a pas à rouler nécessairement dans l'écosystème Windows. On peut vraiment faire à peu près tout ce qu'on veut faire avec un Chromebook. Fait que peut-être que votre prochain laptop va vous coûter 75$ chez Incertec, puis que vous-même allez le transformer en Chromebook. Là. François, est-ce qu'on peut dire que la première chose à faire, c'est quand même d'évaluer son besoin avant de se rendre là? C'est-à-dire que maintenant, il y a comme 2 gangs. Il y a ceux qui ont des besoins normaux, 80% de la population, qui font réseau social, du Word, du PowerPoint, des affaires de même, du streaming. Ça, là, toutes les machines chez Incertec vont faire le travail. Maintenant, si vous utilisez des logiciels, tous les gamers, on leur a pas parlé, puis on leur parlera pas. Eux, ça leur prend des machines à 1000$. Et tous les gens qui utilisent des logiciels puissants de montage vidéo, mais même pas le montage vidéo de base, parce que le de base, là, il fait dans les ordinateurs qu'on s'est parlé. Il fait même dans un Chromebook parce que tu vas travailler dans le nuage. C'est le nuage du logiciel qui va travailler et non ton processeur. C'est là que ça devient le fun de l'informatique parce qu'on a de moins en moins à se suréquiper. François Charon, je rappelle que s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations concernant justement cet événement d'Incertec, mais même Incertec en général, ils peuvent passer par ton site françoischaron.com. Même chose, ça leur permettra de voir tous les services que tu offres parallèlement à ce lien que tu as avec Incertec. François, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Merci, M. Bay. Salut. C'est au tour de mes collaborateurs. Cette semaine, Stéphane Berthomé nous présente les récentes évolutions de Spotify qui, notamment, rebaptise son service Spotify for Creators et introduit de nouvelles options de monétisation pour les créateurs de podcasts. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane Berthomé, le podcastologue. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique destinée au podcasting dans mon carnet. Aujourd'hui, on va explorer une évolution assez majeure dans l'univers du podcasting. C'est Spotify qui réinvente complètement son offre destinée aux créateurs et aux créatrices de contenu. Depuis son entrée dans l'univers du podcast il y a à peu près 5 ans, Spotify s'est imposé assez rapidement avec de gros moyens financiers comme un acteur incontournable et la plateforme vient d'annoncer un changement assez significatif de sa stratégie à travers le changement de nom de ses services. Spotify for Podcasters devient Spotify for Creators. Alors on pourrait dire c'est cosmétique, ça changera pas grand-chose. Je pense que ça va changer pas mal de choses et ça démontre aussi les changements qui sont en train de se produire de façon un peu souterraine dans l'industrie du podcasting. D'abord, cette nouvelle formule apporte de nouveaux éléments pour la monétisation des podcasts. Ça marque le lancement de Spotify Partner Program, qui est actuellement disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, mais j'imagine que ça va s'étendre sur les autres territoires. Et c'est quand même une approche qui va changer la façon de monétiser les contenus, puisque les créatrices et les créateurs pourront toucher une part des revenus publicitaires que leurs épisodes soient diffusés sur Spotify ou ailleurs. Évidemment, faut être hébergé sur Spotify, on s'entend. Il y a une nouvelle offre qui s'ajoute à ça, c'est celle de la vidéo, une source de revenus qui apparaît sur le visionnage des vidéos des abonnés premium. C'est une initiative qui vise à offrir une expérience sans publicité aux abonnés et en même temps à rémunérer les créateurs et les créatrices. Alors Spotify en profite pour innover dans la façon de booster ses contenus, avec les clips de 90 secondes qui permettent de promouvoir des épisodes, des extraits qui peuvent apparaître dans différentes sections de l'application en multipliant les chances d'être découverts par de nouveaux auditeurs. On a la personnalisation des vignettes d'épisodes qui vient compléter ces outils pour présenter son contenu de façon plus attractive et différente. Alors qu'est-ce que ça nous dit, ces changements de Spotify qui tente toujours d'être à l'avancée de l'innovation? Ça nous dit que Spotify pousse toujours plus la vidéo en avant, en y ajoutant des outils de monétisation. On sent qu'il y a un combat souterrain qui est en train de se passer entre les grands acteurs de l'audio et de la vidéo pour savoir qui va dominer le marché. Et l'interprétation que j'en fais à titre tout à fait personnel, c'est que ce marché, en réalité, il est en train non plus de se transformer en d'un côté un marché vidéo
et de l'autre un marché audio, mais un marché unique que les grands joueurs cherchent à dominer, qui est le marché audio et vidéo. C'est vraisemblablement ce qui explique cette tentative de raccorder l'un à l'autre, de pousser l'audio et la vidéo de la même façon pour en faire un seul médium, un médium qu'ils vont pouvoir monétiser et par lequel ils vont pouvoir engranger des bénéfices de plus en plus substantiels. Mais tout ça, évidemment, ça redéfinit petit à petit les règles du jeu dans l'univers du podcasting. Je vous referai pas mon laïus sur la question de la préservation de l'audio en tant que contenu créatif, en tant que source aussi de revenus pour les créateurs audio, mais je pense que tout ça va avoir quand même un impact assez important sur l'avenir du podcast si ça se concrétise, et je pense que ça va se concrétiser puisque la guerre entre Spotify et YouTube semble désormais ouverte. Alors, avant de vous laisser un petit mot sur le bilan de la CPM pour les 9 premiers mois de 2024, un bilan très positif qui révèle une croissance soutenue de l'audio digital en France, tant pour les radios en ligne que pour les podcasts. Sur les près de 2000 radios qui ont été contrôlées, précisément 1796, il y a eu une progression de 2% des écoutes par rapport à 2023. Et du côté podcast, on enregistre 274 millions de téléchargements avec une moyenne mensuelle de 30,5 millions de téléchargements. C'est une dynamique qui est de plus en plus positive, qui est renforcée par des croissances trimestrielles qui sont de l'ordre de 20 à 30% et une prévision de pas loin de 20% pour le dernier trimestre. Évidemment, Spotify et Apple Podcasts se partagent la première place des écoutes avec 31% des téléchargements, suivi par des navigateurs web, 11%, et Deezer qui continue quand même à se tailler une petite part de 6% des écoutes et téléchargements, ce qui reste quand même une petite diversification des canaux d'accès au podcast, mais qui a tendance à se restreindre avec la montée en puissance de Spotify et Apple Podcasts. Avant de vous laisser, je vous signale 2 événements. Un pour nos amis en France qui nous écoutent, c'est la 2e édition du Podcast Hôtel, les 27 et 28 novembre 2024 à l'Hôtel 71 à Lyon. C'est une édition qui met en lumière le podcast natif, qui cherche à mettre en valeur le partage et la transmission avec des tables rondes, des ateliers, des enregistrements en direct. Bref, renseignez-vous, ça a l'air très sympathique. Et ici, chez nous au Québec, je fais une petite promo personnelle pour la première soirée Podcrime du festival Podcrime. C'est une soirée qui recevra Audrey-Anne Leblanc, la microbiologiste et vulgarisatrice scientifique, qui nous parlera des circonstances dans lesquelles la science fait déraper la justice. Je vous assure, c'est passionnant. Et on aura aussi le bonheur de recevoir Olivier Bernard, le pharmacien, qui nous parlera de ses enquêtes dans le milieu sectaire et de son travail dans son balado Dérive. Ne manquez pas ça, c'est le 27 novembre à Montréal, au Jésus. Toutes les places peuvent être achetées sur le site web du Jésus ou sur le site web du Podcast Festival. Alors, cette autopromo étant terminée, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans 15 jours dans mon carnet. Salut aux auditrices, aux auditeurs. Salut à toi, Bruno. Stéphane Ricoul s'intéresse à une IA développée par les gens de Google DeepMind, conçue pour faciliter la médiation dans des discussions de groupe. Savez-vous ce qu'est une Habermas Machine ? Eh bien, j'ai appris que c'est un système d'intelligence artificielle développé par Google DeepMind, nommé en hommage au philosophe allemand Jürgen Habermas. Et ce système est conçu pour faciliter les discussions de groupe et aider à atteindre un consensus sur des sujets controversés. Ça commence fort. L'idée centrale de cette machine repose sur le principe de médiation en caucus, où l'IA agit comme un médiateur en rencontrant individuellement les participants pour recueillir leur point de vue, puis en générant des déclarations de groupe qui cherchent à refléter les perspectives majoritaires et minoritaires. Le processus fonctionne en 3 étapes principales. Premièrement, un modèle génératif basé sur un modèle de langage de grande taille, LLM, qui génère plusieurs propositions de déclarations de groupe à partir des déclarations individuelles des participants. Deuxièmement, un modèle de récompense analyse ces propositions pour prédire leur acceptabilité par chaque participant.
Et troisièmement, la déclaration de groupe ayant le score d'acceptation le plus élevé est ensuite présentée aux participants qui peuvent la critiquer et fournir des retours. Ce cycle se répète jusqu'à ce qu'une déclaration acceptable pour tous soit trouvée. J'ignorais totalement ce concept jusqu'à ce que je tombe sur le post LinkedIn de Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Sorbonne. Et il paraît que les tests effectués avec la Habermas Machine ont montré qu'elle pouvait surpasser les médiateurs humains en termes de taux d'acceptation des déclarations de groupe. Par exemple, dans des discussions sur des sujets tels que la réduction du nombre de personnes en prison ou l'accueil de demandeurs d'asile, l'IA a réussi à augmenter le taux d'accord parmi les participants, les laissant moins divisés qu'au début. Et le post LinkedIn de Loïc Blondiot faisait état que récemment, un groupe de chercheurs anglais a développé une Habermas Machine pour aider à la délibération démocratique, donnant comme référence un article explorant les implications de cette innovation et les réactions qu'elle a engendrées, ce qui, évidemment, n'a pas manqué de susciter un débat animé dans les commentaires sur son post. Son post commençait par la question suivante. L'IA pourra-t-elle être mise au service de la démocratie délibérative? Il faisait ensuite allusion à la Habermas Machine du groupe de chercheurs anglais qui ont cherché à savoir si l'intelligence artificielle pouvait aider les groupes à parvenir à un consensus lors d'un débat démocratique, puis expliquait que les auteurs avaient formé un modèle linguistique pour servir de médiateur IA, afin d'aider de petits groupes britanniques à trouver un terrain d'entente tout en discutant de questions politiques conflictuelles telles que le Brexit, l'immigration, le salaire minimum, le changement climatique et la garde d'enfants universelle. La conclusion étant que, comparé aux médiateurs humains, les médiateurs IA ont produit des déclarations plus acceptables qui ont généré un large accord et ont laissé les groupes moins divisés. Les déclarations de l'IA étaient plus claires, logiques et informatives sans aliéner les points de vue des minorités. Un travail qui a forcément des implications politiques sur le potentiel de l'IA à unifier des groupes profondément divisés. Et les réactions à cette innovation, vous vous en doutez bien, ont été variées et souvent passionnées. Certains commentaires ont fait référence à des slogans de science-fiction comme Weyland-Yutani Corporation et Building Better Worlds, soulignant une certaine méfiance envers les promesses utopiques de l'IA. D'autres ont évoqué la contre-culture hippie de la Silicon Valley et le capitalisme paradoxal qui mêle utopie libertaire et recherche de profit. Cela dit, nul ne fut dupe, puisqu'un point de critique récurrent dans tous les commentaires concernait le titre de la publication perçu comme trop publicitaire et biaisé, semblant promouvoir Google DeepMind. Les commentateurs ont exprimé des inquiétudes sur le fait que l'article affirme directement que l'IA peut aider à trouver un terrain d'entente dans les délibérations démocratiques sans poser de questions. Autre angle abordé, les discussions ont également porté sur des questions philosophiques et éthiques. Certains ont remis en question la pertinence du test de Turing pour évaluer les IA modernes, suggérant la nécessité de concevoir un autre test. D'autres ont fait référence à Jürgen Habermas, justement, et à ses idées sur les tournants dans la société, soulignant l'importance de comprendre les implications sociales et politiques de l'IA. Les préoccupations sur la polarisation et la corruption dans le monde actuel ont également été exprimées avec des critiques des crimes ignorés et des dangers potentiels de l'IA dans la culture et la création artistique. Le rôle croissant des big tech dans la sphère politique et l'absence de neutralité technologique ont été soulignés comme des risques majeurs. Donc l'IA, en tant que technologie émergente, pose des défis importants pour la société. Les personnes ayant commenté ont souligné la nécessité d'un encadrement légal, philosophique et éthique pour juguler les risques associés à l'IA. Certains ont exprimé des craintes quant à la soumission à la technologie et à l'impact de l'IA sur la créativité humaine. Un commentaire a particulièrement attiré l'attention. Le régalien mené par la cybernétique pose de sérieux problèmes d'éthique.
L'intelligence artificielle générative m'apparaît comme une marionnette avec retour haptique prenant peu à peu la place du marionnettiste, pourtant ingénieur de sa propre création. Tout ce que l'homme a imaginé de dystopique par le passé glisse inexorablement vers son destin. Nous le faisons car nous le pouvons, sans réfléchir aux conséquences ou alors en parfaite connaissance des conséquences dans le sens de l'autodestruction. Maintenant, pour que l'IA puisse réellement servir la démocratie délibérative, il est crucial de l'utiliser de manière responsable et éclairée. Cela implique de reconnaître ses limites et de mettre en place des régulations appropriées. Les chercheurs et les décideurs politiques doivent travailler ensemble pour s'assurer que l'IA est utilisée de manière éthique et bénéfique pour la société. L'IA a le potentiel de transformer la manière dont nous délibérons et prenons des décisions collectives. Cependant, il est essentiel de rester vigilant face aux risques et aux défis qu'elle pose. D'ailleurs, comme le souligne un autre commentaire, le risque ne réside pas tant dans les capacités, fantasmées pour le moment, de la machine, que dans notre positionnement. Rien de bon dans la soumission et l'illusion de la neutralité machinique. L'innovation présentée par les chercheurs anglais avec la machine Habermas ouvre des perspectives intéressantes pour l'utilisation de l'IA dans la délibération démocratique. Les réactions variées, et souvent critiques, montrent que cette technologie suscite des débats importants sur son rôle et ses implications. Mais si on l'accepte, alors, pour que l'IA puisse véritablement contribuer à un avenir meilleur, il est crucial de l'aborder avec prudence éthique et une compréhension approfondie de ses impacts potentiels, car l'IA ne doit au grand jamais remplacer la réflexion humaine et la délibération éthique. La clé réside dans une utilisation équilibrée et responsable, où l'IA est un allié et non un maître. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François de la ville, Jean-François de la campagne. Et là, c'est Jean-François de la campagne. Solidement de la campagne, en effet. Ah, je te sens tellement beaucoup plus relax. Hey Jean-François, cette semaine, tu as décidé de parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte du UX. Ben oui, comme tu le sais, vendredi dernier, j'étais à la conférence du Tech 3 Lab, le UXC, et il y a eu beaucoup de sujets super intéressants. On a parlé évidemment de l'AI, hein, c'est souvent un incontournable en ce moment parce que on se pose tous des questions là-dessus. Et ma collègue Christelle Black, qu'on a eu l'occasion de voir à quelques reprises cette année déjà, a fait une présentation où elle a eu la chance d'aller rencontrer plusieurs personnes sur le terrain. Elle a littéralement fait des entrevues en préparation de sa conférence pour demander un peu comment les gens utilisaient l'intelligence artificielle dans le contexte de leur travail. Ce que ça a donné, c'est intéressant parce que, en gros, puis on l'entend encore dans l'entrevue, c'est qu'il y a encore de la méfiance. On l'utilise un petit peu partout parce que c'est pratique pour nous de faire des tests utilisateurs et d'en concevoir les plans de test, par exemple. Il y a plein d'éléments parce que, bon, hein, on l'a vu aussi dans les entrevues que j'ai pu faire dans les dernières années, le métier de UX est quand même entre la découverte, les ateliers, la recherche, la conception et des tests utilisateurs. Ben, il y a plein d'éléments là-dedans, il y a plein d'endroits là-dedans où on peut être assisté par l'AI. Même qu'il y a eu un petit scandale, on se rappellera au début de l'été, où Figma a introduit une façon de faire des maquettes avec de l'AI qui a été rapidement retirée. Oui, ça, les gens n'avaient pas apprécié. Ça a gelé un peu toute l'assemblée qui était à Config à San Francisco, mais ça a déplu après, évidemment, parce qu'on s'est aperçu que l'AI allait piger dans des modèles déjà existants, dont ceux d'Apple, pour concevoir des maquettes. Donc ça a été un petit peu moins apprécié et ça a été retiré. Ça va probablement revenir dans le courant de l'année prochaine. Mais pour l'instant, ils l'ont enlevé. Mais on voit que c'est utilisé un petit peu partout, mais qu'il y a encore de la méfiance, ou appelons ça de la prudence, parce qu'on ne peut pas quand même complètement s'y fier. Et donc, il faut faire appel beaucoup à notre expertise pour valider ce qui nous est proposé dans l'aide de l'AI. Jean-François, merci pour cette présentation. On va aller écouter cette rencontre et merci de nous permettre de réfléchir sur l'utilisation correcte de l'intelligence artificielle dans le contexte du UX. Merci, puis je te dis à la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine, bye. En écoutant la présentation de Pierre Majoric, si j'essaie de faire le lien avec ce que Pierre Majoric disait, où est-ce qu'il présentait dans quel cadre on doit supporter les élèves en difficulté d'apprentissage, dans quel cadre on peut supporter les élèves en difficulté d'apprentissage avec l'IA générative, il disait, il faut à tout prix faire en sorte qu'ils se familiarisent avec l'IA générative, qu'ils comprennent comment bien l'utiliser,
qui deviennent des as du prompting, on va dire ça comme ça. Et c'est exactement, je fais le parallèle avec ce que j'essayais de dire aussi dans ma présentation, c'est-à-dire que si nous, les professionnels de l'expérience utilisateur, voulons faire une bonne job dans le design des solutions numériques de demain, qui vont toutes intégrer de l'IA générative à l'intérieur, ben, il faut qu'on commence par se familiariser avec l'IA générative, par la mettre à notre main, par comprendre comment l'exploiter pour notre travail, dans le cadre de notre pratique, pour pouvoir être ensuite en mesure de bien l'exploiter puis de bien appliquer les bons principes de conception, mais aussi les meilleurs designs, on va dire, là, dans les outils, les applications qu'on va développer demain. Et est-ce que tu as l'impression, quand je t'entends parler de prompt, tu me dis, on est en train d'apprendre à parler. On est en train d'organiser notre tête pour être capable de parler le langage normal en même temps, parce qu'on s'aperçoit qu'il faut s'organiser à l'intérieur même de notre processus mental quand on explique quelque chose à l'AI. On est en train d'apprendre à reparler comme si on parlait à des enfants, dans un sens. Oui, puis ça, c'est une des limitations des outils actuels, justement. La limitation qui est que dès que tu as terminé un prompt et que tu cliques sur Enter, quand tu t'adresses à un outil d'IA générative, il part. Ouais. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Quand j'interagis avec toi, quand j'interagis avec un prof, quand j'interagis avec un élève, ben on a ce back and forth de questions-réponses juste pour clarifier notre compréhension de l'intention de la personne qui est en face de nous, pour clarifier notre compréhension du contexte. Et ça, les outils d'IA actuels le font pas encore. Donc, ils sont simplement en mode... Ils sont en mode push l'info, là. Donc, ils reçoivent une question et pouf, ils te poussent n'importe quoi qui peut répondre à ça, alors que, on va dire, 3/4 du temps, c'est à côté de ce qu'on voulait. Parce que, comme tu dis, on n'a pas encore pris le pli de comment il faut formuler notre question, notre intention pour que ce soit bien compris dès la première occurrence. Fait que c'est vraiment de l'essai-erreur, essai-erreur. Puis moi, j'attends le jour où, et ça commence à venir avec justement ChatGPT 4o, où est-ce que là, tu commences à avoir le mode la vraie conversation avec quelqu'un où tu peux dire « Ouais, mais attends, là, t'as rien compris de ce que je t'ai dit, là. Moi, je te parlais d'autre chose, puis t'as pas compris le sens. Ah! » Et là, il dit « Ah, excuse-moi! » Oui. Puis là, il s'écoute. Est-ce que tu veux me le redire? On peut l'interrompre aussi. Et on peut l'interrompre, exactement. Donc ça, c'est vraiment... Là, on commence à s'approcher d'une conversation un peu plus naturelle. Fait que j'ai espoir. Mais... Et on a vu cette semaine aussi que l'AI, sans prompt, partait des conversations. Et quand OpenAI a été, les gens ont demandé qu'est-ce qui se passe, ils ont dit c'est un bug. Mais ça posait des questions hyper pertinentes. D'entrée de jeu, ça créait une conversation. Un bug. Ah! Donc ça veut dire qu'il écoute même sans devoir écouter. Ben, il a fait un résumé de tout ce qu'il savait sur la personne. Il a demandé par exemple à quelqu'un, est-ce que la rentrée s'est bien passée? Les gens ont capoté parce que c'est comme, mais qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai rien demandé. Donc, il y a cette attente-là aussi qui n'a pas été créée encore envers une machine qui va lui parler. Exact. Qui va prendre l'initiative de tout le nouveau. C'est ça qu'on attend aussi, je pense. Enfin, on attend, est-ce qu'on est prêt? Ça, c'est le fameux 5e niveau d'interactivité que j'avais présenté en 2018, tu te souviens? C'était le niveau, ce que j'appelle préventif, c'est-à-dire qu'il prend une initiative sans même avoir attendu qu'on lui demande de la prendre. J'ai parlé à 12 personnes, pas mal plus les gens, étonnamment, le mettent beaucoup plus à l'épreuve en recherche qu'en conception. Et, sinon, c'est pas ça qui est étonnant, c'est tout à fait normal parce que c'est un peu, fait pour. Mais il y a cette espèce de réaction de méfiance tout de même envers les résultats que ça sort. C'est sûr que... De méfiance. De méfiance, a priori. Est totalement légitime. Et la méfiance est vraiment pas nécessairement sur le « Oh my God, il est en train de prendre ma job ». C'est pas ça, là. Les gens sont pas du tout là et puis ils ont pas peur. C'est plus sur le « Est-ce qu'on n'est pas en train de juste répéter mille et mille fois la même affaire que ce qui a déjà été dit » dans le sens où ils s'attendent à plus d'innovation, plus de nouveautés, plus de trucs champ gauche qu'ils ont pas nécessairement été capables d'observer jusqu'à présent. Fait que ça, le constat, c'est est-ce qu'on s'en sert mal? Ou bien est-ce que c'est vraiment aussi peu pertinent dans notre contexte en recherche UX que ça? En fait, l'idée, c'est que si tu donnes un corpus de données énorme à un bot, évidemment qu'il va être capable de faire beaucoup plus de raisonnement approprié
de conclusions appropriées et pertinentes que si tu lui donnes un petit échantillon de données, parce que là, il faut qu'il se démerde avec le peu d'informations qu'il y a. Moi, je l'ai noté avec les 12 entrevues parce que j'ai exactement mis à l'épreuve là toutes les agents conversationnels avec les 12 heures d'entrevue qui m'ont servi à faire la présentation. J'ai fait ma recherche, mon analyse, mes conclusions, puis après ça, j'ai tout mis dans ChatGPT, Claude et Mistral, et puis je leur ai demandé qu'est-ce que tu en penses, et puis sors-moi des résumés, qu'est-ce qui ressort de ce que je t'envoie. C'était la même affaire 3 fois. Oh! Ouais. Donc, c'est une validation. C'était la même affaire 3 fois, dans le sens où, oui, ils s'entrevalident, puisqu'ils sont probablement... Ils sont allés chercher aussi dans les mêmes corpus de données qui sont disponibles sur le web pour tirer des conclusions en ajoutant mes données en même temps. Mais c'était pas les mêmes conclusions que moi. D'où méfiance. D'où méfiance, exactement. Puis je la comprends, la méfiance. C'est parce que, comme me l'a dit une personne que je nommerai pas, évidemment, parce que je veux respecter l'anonymat, il m'a dit, tu sais, dans le fond, il y a comme une espèce de... je donne une information à ChatGPT, puis je m'attends à la lune, tu sais, mais dans le fond, personne m'a fait de promesse sur le fait que cet agent-là allait révolutionner ma recherche, tu sais. Dans le fond, il va faire surfacer des choses très évidentes. Mais il n'a pas été là quand, tu sais, le robot n'était pas là devant la personne qui me parlait en entrevue. Il n'a pas écouté, il n'a pas vu le body language, il n'a pas été capable de détecter à quoi exactement la personne faisait référence quand elle parlait de... Puis, tu sais, fait que tout ça, et c'est une des choses que les gens ont reproché dans les doléances, que j'ai pas eu le temps d'expliquer. Les gens reprochaient aux outils le fait que on peut pas, par exemple, faire d'analyse de la vidéo en contexte d'utilisation d'un système. Donc, de faire un lien entre le discours de la personne et son action physique. Le jour où on est capable de faire ça, là... Avec les choses qu'on a vues aujourd'hui à UXC, il y a des outils même... Ouais, c'est plus connecter la zone du cerveau qui est mise à contribution, mais tu sais pas quelle était l'intention de la personne quand même. Tandis que là, tu vois la personne en train de niaiser sur l'écran, sa souris est un peu partout, puis elle te dit, il y a quelque chose qui me manque, nanana, puis là, moi, je suis en train de trouver quelque chose, mais elle fait autre chose. Puis là, le LLM, lui, a compris, OK, elle a trouvé quelque chose. Mais toi, tu l'as observé faire autrement, donc c'est là que ça prend encore l'analyse là, pour faire la corrélation. Le gros, mais c'est normal, on est au début de l'utilisation de ces systèmes-là. La méfiance est normale. Elle est aussi pour parler ou entamer des conversations avec des humains dans leur maison. La confiance, encore là, qu'est-ce qui me dit qu'il n'est pas en train de me dire de sortir les poubelles de ma maison, puis c'est pas vraiment le jour des poubelles. S'installer une relation confiante. Puis on sait que face à des systèmes comme ça, et ça prend une erreur sur 100 d'un coup, car les gens quand même mettent une mauvaise réputation à un objet ou à un outil juste parce qu'il a failli une seule fois avec celui. Je comprends que ça a ressorti beaucoup de méfiance. Par contre, là où vraiment, je pense que ça va vraiment, vraiment changer la donne, c'est au niveau du partage de la connaissance. Tu sais, dans une entreprise, tu as une équipe de UX qui fait de la recherche sur ses utilisateurs. Comment est-ce qu'elle partage cette connaissance-là? À l'heure actuelle, les gens font des beaux petits rapports de tests, des beaux petits rapports de recherche, tablettes. Là, ce que je vois venir, c'est vraiment... Je pense que ça va vraiment changer complètement. Il y a quelqu'un dans une entreprise qui a expérimenté avec Notebook LM. Et dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tout le corpus de données accumulé avec la recherche qu'ils avaient dans un autre logiciel qu'on nommera pas. Je l'ai peut-être déjà nommé, mais je m'en excuse. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient dans ce logiciel-là, ils l'ont mis dans Notebook LM. Et ils ont expérimenté avec des simples requêtes du genre qu'est-ce qu'on a sur cette personne-là face à telle difficulté ou à tel problème qui a été relayé par le service à la clientèle. Qu'est-ce qu'on a comme information, comme insights? Et là, est-ce que service à la clientèle? Mais tout ça serait là-dedans, exactement. Et ce que ça permet, c'est de dire à un product owner, à un product manager, à un directeur stratégie, hey, guys, vous avez besoin d'informations sur vos utilisateurs pour établir vos feuilles de route de produits. Allez dans
Notebook LM, posez vos questions. Ça, je trouve ça très pertinent. Sans a priori, et ça, je trouve ça formidable. Et là, je pense que... Ils ne sont plus dépendants d'une équipe UX, non plus à son moment. Exact. Ben, ils sont dépendants de les... De l'entrée de data, mais il y a une partie de l'entrée de data qui peut être du Zendesk. Totalement, ça peut être... Exactement. Fait que là, on commence à ouvrir là, la porte à vraiment un corpus d'informations là, qui peut être rendu accessible selon les façons dont les gens veulent bien l'interroger. Dans le fond, c'est ça l'idée, c'est que des fois, tu sais, moi, comme ce que je vous ai présenté comme données, je suis sûre que les gens disaient « Ouais, mais pourquoi qu'elle nous a pas présenté tel graphique? Moi, j'aurais aimé ça voir telle affaire. » Ben, et l'idée, c'est que si j'avais tout foutu dans Notebook LM, j'avais dit aux gens « Allez poser des questions, vous allez les avoir. » Moi, je trouve que c'est formidable. Fait que là, la notion de repo, de recherche utilisateur, c'est parce que là, c'est faisable, même avec de la donnée non structurée. Parce que là, tu peux jouer avec. T'sais. Et j'imagine qu'on peut demander aussi à ChatGPT ou autre de ce monde de générer des commentaires sur des trends qui n'ont pas été non plus demandés, parce que comme tu dis, on peut devoir venir pour poser une question parce qu'on pense qu'on a besoin. On peut aussi se faire générer des rapports, des questions, des stories, ou peu importe comment on veut les appeler, de « Hey, il se passe ça en ce moment dans ton système, c'est un trend qui est fort, veux-tu prendre action? » Exactement. À partir de dépôts encore. Exactement. Tout va, à mon avis, tout va converger vers ce genre de choses-là. Et on va avoir des systèmes qui vont vraiment nous alerter sur tout un paquet de faits saillants, là, de notions qui vont surgir, puis qui vont nous faire prendre action beaucoup plus rapidement pour régler des problèmes, des vrais problèmes, plutôt que des problèmes supposés. Oui, malheureusement, on en a encore trop de ça. Là, ça va être basé sur de la data, mais même si on a beaucoup de data, ça ne veut pas dire qu'on l'utilise bien. Là, il y a peut-être une chance. C'est ça. Potentiellement. Oui, potentiellement. C'est ce que j'espère. À suivre. Merci, Christelle. Ah, c'est plaisir. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un énorme merci à mes invités, merci à mes collègues Jérôme Colombin, Stéphane Berthomet, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous aussi qui avez été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cette édition. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Sinon, à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.